Bonjour à tous, salut à vous bande de petits castagneurs, bonjour Adrien. Salut Jérémy, salut à tous. Aujourd'hui, bonjour les gars, on accueille Olivier Michaelesco, excuse-moi, et Solo Dico. Solo. Bienvenue les gars, on est vraiment ravis de vous accueillir ici avec nous sur Castagne FM. Merci beaucoup. Alors on a aujourd'hui l'occasion de recevoir un peu, je sais pas moi, comment on dirait, de légendes. Je sais que j'utilise souvent le mot légende, mais un peu de légendes dans leur art respectif. Olivier, ceinture noire de jiu-jitsu brésilien, fondateur de la MK Team. Et donc maintenant, je sais pas tu vas nous dire tout ça, combien d'académies affiliées, et Solo, pionnier, légende du rap, du mouvement hip-hop français, mais surtout ceinture noire de jiu-jitsu brésilien. Voilà. Ah, on vous sent un peu... Non, très bien, il a déjà bien résumé les protagonistes là qu'il y a autour de la table. Aujourd'hui, j'ai de la chance. Tu fais du jiu-jitsu. Quand est-ce que tu as commencé le jiu-jitsu, Olivier? Raconte-nous. Ça fait combien de temps? C'est ça le point de départ. Ça fait un bon point de départ. Ça va faire une vingtaine d'années maintenant. Donc, j'ai dans les premières générations de Français à pratiquer le jiu-jitsu brésilien. Donc, avant moi, je dirais même que, admettons, la deuxième génération. Et c'était l'année 97-98. Et donc, ça remonte déjà, voilà, du temps passé. Et voilà, ça a commencé comme ça l'aventure. Je faisais déjà pas mal d'arts martiaux, et à savoir surtout du judo. T'étais un bon judoka toi-même. Non, c'est pas très bon là. non, t'étais ça pas on peut un bon pas. judoka. J'étais pas un très bon judoka. C'est pour ça que t'es passé au jiu-jitsu brésilien. Je crois. J'étais un bon castagneur. C'est plus mon truc. Si je puis utiliser votre terme, j'étais un bon castagneur surtout. T'aimes la bagarre? Quand j'étais plus jeune, j'aimais bien. Quand j'avais besoin de me confronter et j'aimais bien ça, l'opposition. Donc j'en suis arrivé rapidement sur du judo, mais j'ai testé beaucoup d'autres sports, bien évidemment, des sports collectifs aussi, le basket, etc. Et là, c'est vrai que le judo, c'était sympathique, mais j'étais pas doué. Je me suis rapidement aperçu que j'aimais les prises. En judo, t'étais pas, parce qu'alors pour le coup, on te suit un petit peu quand même de ça, et t'es quand même une personne qui fait des articles pour des magazines de judo. Ouais. Bon, donc t'es quand même quelqu'un qu'on écoute dans l'univers du judo, t'es une personne qui est assez connue dans l'univers du judo. C'est sûr, mais quand on parle de judo, on parle aussi de compétition debout. Et là, c'est vrai que j'étais pas spécialement fort. Ce qui fait ma force, disons, dans le judo, c'est vraiment le newaza, c'est la partie sol. Voilà, donc c'est vrai que rapidement, je me suis dirigé là où j'aimais, et mes points forts, c'était ça. Donc je suis arrivé sur le jiu-jitsu brésilien. Et bien évidemment, comme j'étais judoka aussi, j'ai dérivé aussi sur ce qu'on appelle aussi le newaza. Comment tu as découvert le jiu-jitsu brésilien? C'est arrivé, quelqu'un qui est venu donner un stage dans le club où tu étais, tout ça, ou c'est parce que tu en as entendu parler par un tel qui connaissait un tel Non, donc à l'époque, c'était vraiment trop particulier ou singulier. On ne connaissait pas forcément le jiu-jitsu brésilien, on connaissait la capoeira, les sports un peu exotiques comme ça, mais pas le jiu-jitsu brésilien, et c'est une coïncidence, bien évidemment. Moi, je cherchais, alors j'avais vu, comme un peu tout le monde à cette époque-là, j'avais vu forcément la famille Gracie, et j'étais intéressé par ça parce que c'était magnifique. On a tous été interloqués par leur façon de gagner ces championnats là. T'es tombé, t'as eu la fameuse VHS de l'UFC qui tournait sous les manteaux. Bien évidemment, voilà, c'est vrai, c'est ça qui a été un peu le. T'avais quel âge quand t'as vu cette? Je suis pas le seul, c'est ça qui est marrant. Cette génération-là, c'est comme ça, c'est tout le monde. Moi, je me rappelle que j'étais dans le salon, je me rappelle ce soir-là, mes parents recevaient du monde, enfin ils avaient des gens, des potes qui étaient là, et je me rappelle que j'avais loué ça un petit peu comme ça sous le manteau. Alors, je sais pas quel âge je l'avais loué, et je la mettais, et à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui passait derrière, hop là je l'arrêtais comme ça, parce que je me disais je veux pas qu'on me voit avec un truc comme ça, mais c'était. Qu'est-ce que c'est que cette violence de ce, alors je sais plus qui c'était, je me rappelle que c'était un boxeur qui avait coincé un des gars, alors je crois que c'était un karatéka en montée, et qui en grande entente, et ça c'est un truc qui m'avait vraiment marqué. C'est sûr. Bon, c'était fait pour, C'était fait pour, mais bon, eux, disons que les Brésiliens, eux, ils avaient déjà le Vale-Tudo, et c'était les Américains, quand ils ont récupéré un peu ce concept du Vale-Tudo, ils se sont dit il faut qu'on en fasse un show, on va les mettre dans une cage, etc. Alors bien évidemment, peut-être parce que ça protège
les athlètes, hein, ça c'est sûr, mais pourquoi pas des vitres avec du, je sais pas, synthétique ou quelque chose plexiglas, d'autre. ouais, Mais c'est voilà, dangereux quand parce même. que quand même la grille ça fait mal, hein. Je sais pas si ça protège, mais en tous les cas ça fait mal. Eux ils ont l'habitude, mais ils se sont dit on va récupérer ça, un show à l'américaine, et voilà ils se sont dit bah on va mettre quelqu'un dans la cage et on va y aller. Mais c'est la famille Grassi qui avait proposé ce Voilà, c'est ce concept que au j'allais dire, départ, parce que hein. c'est étrange ce que c'est tu eux. dis, parce que alors après peut-être que c'est nous en tant que pratiquants de jiu-jitsu brésilien et on Ouais. essaye d'y mettre un côté un peu valeureux Ouais, derrière, mais pour moi c'est Bon. vraiment les Gracie, et je crois que Oui, c'est c'est Ron, ça. si je me rappelle bien, Ouais. qui avait dit C'est je veux ça. prouver que mon art martial Oui. est le plus efficace. En gros. On va mettre des gens dans une cage, dans un octogone, comme ça il n'y a pas d'angle, comme Voilà, ça il c'est ça. n'y a pas de danger, et la grille pour éviter de tomber, le grillage pour C'est éviter ça. de tomber. C'est ça. Et bah, donc les 6 premières années, sauf la fois où il avait le bras cassé, je crois, Royce, Royce. c'est lui qui a gagné, parce C'est que ça. bah, clairement c'était l'art martial le plus Oui, parce efficace. qu'ils avaient une vraie Pour moi méthode, c'était hein. vraiment ça, j'avais vu le C'est côté ça. valeureux, tu Oui, vois, oui, j'avais non, pas vu genre on va faire un show. il voulait faire découvrir aussi ce qu'ils avaient mis en place, hein. C'était important, la méthode Gracie, hein, et qu'elle allait révolutionner un petit peu aussi le monde des arts martiaux. Mais après, je veux dire, la mise en forme, ça c'est typiquement américain, hein, parce que Il me semble que la famille 6 Gracie combats avait des d'a- parts. Hein. Il me semble qu'ils Comment avaient des parts dans les premières années. Ouais, Moi, ils ouais, étaient complètement, co-organisateurs. C'était Hein. les premiers, c'était Ah, les premiers bien organisateurs. évidemment, après, mais eux, ils étaient très contents aussi que ça se fasse comme ça. Mais on imagine quand même 6 combats d'affilée. Je pense que quand ils faisaient des combats de Vale-Tudo, c'était un combat et puis stop. Là, on partait sur un tournoi, 6 combats d'affilée, etc. Donc, c'était quand même assez rugueux et valeureux. Et il y avait ce côté-là assez bestial aussi, bien évidemment. Maintenant, bon, bah, on a épuré un peu tout ça, tous les mouvements dangereux, et on en arrive à un côté beaucoup plus sportif. Heureusement, mais c'est vrai que le premier UFC, c'était real, si je puis dire. C'était dangereux. Je crois que c'est. C'était- Ouais. Je crois que Dana White disait que le premier UFC, ça n'avait pas été un grand jour pour le MMA, mais un grand jour pour le jiu-jitsu brésilien. Et je trouvais que c'était une belle formule, en fait, c'est vrai. Hein. Certainement, c'est vrai, Ouais. c'est vrai. Bon, moi, quand j'avais vu ça, bien sûr, ça m'a donné envie d'en faire. Hein, je vous le cache pas. Bon, j'étais déjà attiré par ça, comme je vous le disais, dans mon parcours, et puis ça tombait bien. Et puis, et j'ai eu de la chance que un de mes cousins faisait déjà de l'aïkido, donc sur Paris, au Cercle Tissier. Et du coup, moi, je parlais de ça avec mon cousin. Je dis tiens, regarde, justement avec cette cassette, regarde, c'est incroyable, etc. Je dis fais du jiu-jitsu brésilien. Il me dit bah là, ouais, il y a du jiu-jitsu brésilien en France. Je dis c'est pas possible, c'est pas encore arrivé. Alors, j'étais loin de je me trompais, hein, ça existait déjà, mais comme il n'y avait pas Internet et cette communication actuelle. Là, bah, j'ai dit, bah, ok, bah, j'ai ça dans mon club, il fait du jiu-jitsu brésilien. Je dis, bon, bah, ok, je vais venir voir. Et j'y suis allé et j'ai rencontré Christian Derval, qui lui était déjà en connexion directe avec les Gracie, Rickson Gracie. Donc là, c'était waouh, c'était le must. Là, j'étais très très content. Donc je m'y suis mis à partir de là et l'aventure a commencé comme ça, quoi. Il y a une vingtaine d'années au Cercle Tissier, donc. J'ai commencé comme ça au Cercle Tissier. D'ailleurs, il n'y avait pas beaucoup de clubs d'ouverts. Hein. Il y avait le Cercle Ouais, c'est ce que Tissier. j'allais dire, c'est tout le monde a toujours, tout le monde enfin, allait les, toujours, les anciens, oui, on va oui, t'appeler, oui. je suis désolé, Ouais, on va un te ancien, faire dire que tu peux pas tu peux, partie des bien anciens. évidemment. Bah, vous avez tous plus ou moins ce même point Voilà, de départ. ouais, faut au être départ, honnête. voilà. Bon, c'était un peu la réunion de tous les gars qui avaient vu cet art martial et qui voulaient apprendre un petit peu. Et ils venaient tous pas se confronter, mais apprendre aussi au Cercle Tissier. C'est vrai que c'était ouvert et on apprenait. C'était pour eux aussi. Je t'ai dit, ils ont dû commencer en 94-95. Je suis arrivé en 97. Donc voilà, quoi. Il y avait déjà du monde avant moi, hein, mais tout le monde allait sur ce lieu parce que c'était ouvert et que c'était une vraie rencontre, quoi. C'était génial. J'ai beaucoup aimé cette période en tous les cas. Ok. Solo, tu veux nous raconter comment tu t'es retrouvé à faire du jiu-jitsu? Est-ce que toi aussi tu y es arrivé par besoin de violence, quoi? Parce que on l'a très bien compris maintenant, Oliver. Tu peux plus faire semblant, l'art martial, le truc, le personne calme et tout. Non. C'est ça, je pourrais raconter en détail un petit peu ma jeunesse, mais bon, c'est pas les bagarres de rue et tout. Pas du tout. Ouais. Préciser. Faut pas que tu perdes en crédibilité maintenant avec toi. Alors, à l'oral, vous l'avez entendu, il a dit pas du tout, mais je vous dis visuellement, ça veut dire oui. Hein. Très fort. Ouais. Alors moi je me rappelle plus exactement l'année, mais c'est pareil quand j'ai vu les premiers combats de Royce. Moi c'est pas lui qui m'avait vraiment marqué, c'était plutôt le Hollandais qui faisait du Remco Pardoel. Judo.
Ouais. Alors sur la première cassette, je me rappelle de lui sur. Alors, Aussi, t'as été Orlando choqué un Vic. petit peu. ben, alors, Orlando. il le fait tomber. Là, je regarde Olivier comme ça, Ouais. et après, il est donc il est en side, latéral, et il le il fait finit des au coups de coup coude. Voilà. Et ça, Voilà. ok, ouais, on a tous été plus ou moins marqués par les mêmes images de l'UFC, hein, j'ai l'impression. Ça m'avait impressionné. Et après, de voir comment Royce arrivait à sortir de position et arrivait à finaliser les mecs, ça aussi, ça m'avait impressionné. Je pense que moi, je l'ai vu après. Je ne l'ai pas vu dans les années 98. J'ai dû le voir dans les années 2000. Et puis, j'ai un petit peu compulsé là-dessus sur Internet. Ça veut dire que j'ai commencé à regarder les... Là, t'avais quel âge exactement? Oh, je pourrais pas te dire. Moi, ça fait 9 ans que j'en fais. Donc... Parce que c'est un vrai truc quand même, ce truc de l'UFC. C'était soit t'étais trop jeune et t'étais pas touché parce que déjà, je pense que tu serais même pas tombé dessus. Soit t'étais trop vieux et tu te disais, mais attends, les humains sont des malades. Enfin, je veux dire, on a aboli les combats de chiens et tout, et maintenant on voit ça. Ça va avec une génération assez particulière quand même, je pense. Ouais, bah alors là, moi, je dirais que je suis peut-être entre les deux parce que j'ai commencé, j'avais 43 ans, je crois. Ouais, 43. Et j'ai vu ça, et j'ai dû mettre, avant de le faire vraiment sérieusement, j'ai dû mettre un an. Il y a peut-être un an qui a dû passer. Mais par contre, je me suis tapé tous les trucs, quoi. Moi, je regardais surtout les Rio Heroes. Ah oui. Où Ah, là, je vois pas du tout ce que c'est, ça, c'est quoi? Alors il y a cette espèce d'arbitre là qui est en treillis, c'est ça, qui est assez connu, et ouais, puis puis surtout, c'est dans une pièce. dans en une fait. pièce, voilà, il y a pas, c'est des murs. C'est des murs. Il y a un mur et il y a qu'un seul côté où il y a le grillage. C'est là où tu peux en fait Voir. Tu peux voir. T'as et jamais vu sortir. Rio Heroes? Je crois que je sais pas si tu peux encore les trouver sur YouTube. Bon, ça doit pouvoir se trouver, ce genre de truc. Mais c'est le truc le plus Sur le sauvage dark que j'avais web. jamais vu. C'est incroyable ce C'est le truc. plus sauvage que Et d'ailleurs j'avais pour le coup, jamais je crois que ça fait partie des trucs où il y a, enfin des sports comme ça où il y a, ça finit rarement par soumission, quoi. Je veux vu. Ah, dire, mais non, c'est il n'y a pas de règle. Surtout, zéro règle. il n'y a pas de règle. Ok. C'était vraiment en mode valet tout dos, coup de pied, penalty dans la tête. Et donc, toi, Solo, tu trouvais ça sympa. Voilà. C'est ça. Normal, Ça, vous êtes des gens avec cool les popcorn. deux. Oh, c'est bien. Alors donc c'est la MK Team. Hein. Aujourd'hui vous lidez va y la aller. MK Team. Et, Ouais, cool. Non, mais surtout ce que je voyais, c'est que dans la manière de pratiquer tout ce qui était le sol et ainsi de suite, ça annihilait tous les autres trucs, quoi. Tous les coups de poing et tout ça, c'était fini, quoi. Il y avait plus de tout ça. T'attrapais, c'était comme un anaconda, le mec qui t'attrapait, ils s'enroulaient autour de toi et c'était fini. Et ça m'avait impressionné. Et, donc j'ai un petit peu cherché et ma petite amie de l'époque avait un ami brésilien qui faisait de la capoeira et ainsi de suite, et aussi du jiu-jitsu. Elle me l'a présenté et lui il m'a dit, écoute, il y a un de mes maîtres qui est là, et le maître c'était Marcelo Bocao. Je fais ouais, bon, voyons voir et tout. Et le mec il m'a dit, bah, si tu veux je te donne des cours et tout. Je dis bon ben ouais, pourquoi pas, allons-y. Et je me rappelle, je le payais 10 € par cours. Ok. Genre truc de fou. Et il me disait bon ben voilà, rendez-vous là. Je sais plus trop où c'était, dans le 20e, un truc comme ça. On allait dans une petite salle de répète de danse. Il mettait 2 tapis l'un à côté de l'autre. Et puis vas-y, ça y est, c'était parti. Et c'est comme ça que je suis rentré dedans. Enfin moi ça m'amène toujours une réflexion quand même. C'est que qu'est-ce qui, et là je dis nous parce que, mais qu'est-ce qui nous donne cette envie-là? Parce que là, ce que je veux dire Solo, dans ce que tu dis, c'est pas du sport. Enfin, tu vois, tu t'es retrouvé dans une salle de danse dans le 20e avec un mec que tu ne connais pas, qui te montre des techniques qui sont là pour casser des articulations, étrangler, si tu veux, étrangler des gens. Qu'est-ce qui t'a poussé à te dire, en plus, dans ton milieu dans l'hip-hop, je sais pas si tu dansais, mais t'étais pas à la ramasse niveau sport, niveau activité. Je veux dire, qu'est-ce qui nous pousse à se dire, on va faire ça? Est-ce que c'est le sport? Est-ce que c'est le besoin de se dépenser? Ou est-ce qu'il y a autre chose? Parce que Il y a les deux. Pour moi, personnellement, il y a les deux. Il y a le côté... je kiffe la baston. voilà, je voulais le réentendre une troisième. Je crois que, tu vois, parce qu'il a des vrais yeux, Solo. Hein. Je kiffe. Moi, je me suis toujours battu de tout temps depuis que je suis gosse. J'avais cette réputation-là d'être le mec qui est toujours à l'affût. T'étais un loulou?
j'ai donné pas ma part au chien, on va dire. Mais dans les deux sens du terme, ça veut dire que j'ai cassé des gueules, mais je me suis aussi bien fait casser la gueule. Quoi. Ah, c'est souvent comme ça en vrai. Hein. Ouais. Franchement. Pour de vrai. Dans la vraie vie, hors dehors des films, ouais. Si tu casses des gueules, tu t'es fait casser la gueule quelques fois quand même. Non, parce qu'il y a des gens qui ne font que casser des gueules. Ah bon ne se font pas casser la gueule. Ah ouais non, je pensais que t'allais dire l'inverse. Il y en a qui se contentent juste de se faire défoncer. Non. T'en connais vraiment qui n'ont fait que péter des gueules? Ouais. Là, Castagnefa est en train de prendre une tournure vraiment étrange. Hein. Là, on parle vraiment de bagarre de rue. Il y en a un dont je citerai pas le nom pour ne pas le stigmatiser, mais dans l'autre club duquel je suis issu, puisque moi je suis issu de la Submission Team. Après Bocao, j'ai tout de suite été à la Submission Team. À Joinville-le-Pont. Joinville, voilà. Il y en a un dont je citerai pas le nom. Lui, il a que cassé des gueules. Il s'est jamais vraiment fait casser la gueule. Mais dans la rue, quoi. Non, et il rigole pas avec ça, quoi. Alors tiens, d'ailleurs, alors ça c'est intéressant. Alors on va pas jubiler sur le côté bagarre, c'est pas le problème du tout, mais c'est intéressant ce que tu... non, parce que ouais, non, on est trop vieux pour ça. Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis. Si aujourd'hui tu te retrouvais dans tes vieux travers, on va dire, est-ce que tu utiliserais le jiu-jitsu brésilien ou quelque part le jiu-jitsu brésilien n'a plus lieu d'être quand c'est la rue et qu'on l'oublie complètement? Alors premièrement, je pense qu'il y a un petit peu de ça. C'est que moi, depuis que je fais du jiu-jitsu, j'ai jamais eu d'embrouille. Voilà, c'est ça. Mais vraiment jamais. Je pense plutôt que ça m'a apporté le contraire. C'est le côté où je suis tellement sûr de moi, où je me dis, de toute façon, si ça part en sucette, le minimum syndical, j'aurai le minimum syndical, parce que tu sais jamais, un mec qui est vraiment un castagneur de rue, t'as beau lui faire du jiu-jitsu, il va te tordre, point barre. Hein. Il y a pas une patate, c'est une patate. Hein. Tu dors. Il n'y a pas de... Mais oui, sauf que le jiu-jitsu brésilien, à la base, c'était ça. C'était... Ah ouais, tu fais une différence avec le jiu-jitsu d'avant et le jiu-jitsu d'aujourd'hui? Olivier nous dit c'était ça. C'était, non, dans le sens où on perd un petit peu, là c'est un peu la polémique actuelle sur le jiu-jitsu brésilien, mais on perd un petit peu l'essence du jiu-jitsu, puisqu'on arrive de plus en plus sur le côté sportif. Alors est-ce qu'on est capable maintenant en tant que sportif de répondre à une réelle situation de défense, de self-défense ou de l'essence du jiu-jitsu? Logiquement, quand on apprend le jiu-jitsu brésilien, même sportif, on a ce côté-là justement essentiel du jiu-jitsu brésilien qui nous permet de nous défendre. Parce que c'est du self-défense normalement à la base. En principe, ça part de la self-défense, le jiu-jitsu, mais ça part aussi d'une situation de combat, bien évidemment. Mais après, est-ce que ça va t'aider dans une situation où où les gars sont plusieurs? Est-ce que ça va t'aider? Ouais, ça va te donner certainement confiance. Mais si tu es sportif et que tu n'as jamais été confronté à ce genre de situation, tu sais comment tu vas réagir? Non, tu sais pas vraiment. Et puis, effet inverse, parce que tu fais du jiu-jitsu brésilien, tu es bon en club, donc ça te donne beaucoup d'assurance. Mais maintenant, est-ce que tu es sûr qu'en face, lui, même s'il te met que, justement, comme tu disais très bien, que des coups de poing, est-ce que ton jiu-jitsu va être efficace? Donc, il faut quand même c'est sûr, ça te donnera de l'aide, mais je pense que la meilleure des situations, c'est de se dire, ok, je sais de quoi je suis capable, je connais mes limites, et d'éviter le problème. D'éviter le combat, d'éviter ça, c'est déjà gagné. Hein, et je pense que c'est comme ça qu'il voit les choses maintenant. Mais je sais pas, Solo, c'est comme ça qu'il voit les choses. Non, mais quand il disait que depuis qu'il faisait du jiu-jitsu, il s'était pas battu en gros. Mais parce qu'on sait que si on l'en fait régulièrement, on sait ce que c'est qu'un combat, on sait qu'est-ce que ça peut impliquer réellement, et on n'a pas forcément envie d'y aller, mais on est capable de réagir concrètement à des situations. Mais après, dans l'efficacité, c'est ça que j'en mets en doute. Et puis c'est pas une polémique, mais c'est un peu la discussion qu'il y a maintenant sur le jiu-jitsu. Est-ce que c'est réellement un jiu-jitsu de self-défense, de combat? Qu'est-ce qu'on fait? Mais après, c'est la façon dont on le pratique. Mais en tous les cas, le côté sportif, parfois, on oublie l'essence du jiu-jitsu. Mais la base, on l'a quand même. La base, c'est quand même la self-défense. La base, c'est pas que la self-défense, je dirais l'essence du jiu-jitsu. C'est ça, c'est lié au combat et à la self-défense quand même. C'est ces mouvements qui te permettent, habillé ou pas habillé, de pouvoir te défendre au sol, au corps à corps, quelqu'un au-dessus, en dessous. Et c'est ça aussi, c'est pouvoir répondre à ces situations-là. Donc là, vous tous les deux, vous leadez, c'est toi, Olivier, la MK Team, et vous leadez tous les deux la MK Team, vous avez des cours, et c'est quelque chose que vous essayez d'amener, ce principe-là, on va dire, alors de bagarre pure, c'est quelque chose que vous essayez de garder, non mais parce que, et on va y venir sur votre parcours de compétiteur, donc de jiu-jitsu sportif, parce que vous n'avez pas rigolé du tout l'an dernier tous les deux, et c'est quelque chose quand même que vous essayez de garder, cette essence un peu street quand même.
Pour moi, oui. Ouais, j'essaie de le garder. Pourquoi crois... tu te marres Attends, pourquoi tu te marres, Solo? Non, Parce que quand tu le vois, c'est quand même le mec super gentil, et puis tout d'un coup, tu l'entends qui dit ouais, quand même, le côté vas-y, la castagne et la non, non, c'était pas vraiment la question, mais c'était est-ce que je l'enseigne, est-ce que j'essaie de garder ce côté-là de la rue, de la bagarre, de la self-défense. Alors c'est pas l'enseigner forcément, parce que tu vas pas dire si un mec vous attaque dans la rue, faites ça, mais de l'avoir toujours en tête et de dire cette situation-là, ce move-là, pour pas perdre des gens qui n'y connaissent rien en jiu-jitsu brésilien, ce move-là, laissez tomber les gars, ça fonctionnera pas. Ou est-ce que tu te dis, on sait jamais en compétition parce que la personne va tenir le kimono de cette manière-là, tout ça. C'est-à-dire, c'est une vision quand même des mouvements différents. Quelqu'un qui n'aura pas de kimono et qui aura qu'un t-shirt, quelqu'un qui aura, c'est des mouvements quand même différents, une vision du combat différente. C'est sûr que si on apprend que du jiu-jitsu de compétition, bah, la personne va pas s'interroger en se disant est-ce que ça va fonctionner dans la rue. Mais maintenant, il faut comprendre que le gars qui fait que ça pour du sport, il aura des notions des bases. Il est obligé de passer par des bases. D'accord ? Et la base, bah, c'est ça, c'est les fondements du jiu-jitsu. Donc, il les aura quand même. Il faut simplement lui dire, bah, tu vois ce mouvement ? Et ben, si vraiment c'était une situation de rue, et ben, c'est ça qu'il faut faire. C'est ce mouvement-là que tu fais. Donc, tout part quand même de la base. Et moi-même, j'ai eu un professeur qui s'appelle Flavio Bering, et Christian Derval, bien évidemment, qui était attaché à Rickson Gracie, et leur enseignement, c'est ça découle tout de suite de la méthode Gracie, et c'est une application directe dans le combat et la self-défense. Moi, j'ai fait beaucoup de self-défense, et au départ, ça peut sembler rébarbatif pour nous qui faisons que du jiu-jitsu brésilien sportif, mais j'ai envie de dire qu'il avait raison finalement, parce que c'est l'essence du jiu-jitsu, c'est ces mouvements-là qui vont t'amener même sur une technique intermédiaire ou une technique avancée. Mais je trouve toujours des similitudes avec le côté hyper sportif, hyper technique et le rapprochement qu'on peut avoir avec un mouvement de base. Il y a ce parallélisme là direct ou cette accroche, je ne sais pas, mais en tous les cas avec ces mouvements-là. Donc j'essaie quand même de garder ce côté-là. Et quand tu débutes le jiu-jitsu brésilien, eh ben, il faut des repères. Et c'est important de donner, donc on parle de la base, bien évidemment. Et là, tout de suite, eh ben, tu dois dire, bon, qu'est-ce que la base ? Pourquoi c'est une base ? Parce que tu es capable de l'utiliser de façon self-défense, combat et sportif. Un gars qui peut gagner les championnats du monde en ceinture noire, est-ce qu'il est capable de gagner les championnats du monde juste en faisant de la base ? Bah, c'est une question. Bah, si on regarde, alors ça va être un peu réducteur, mais si on regarde un gars comme Roger Gracie, bon, il est base et de le faire bien. Bon, il a une lecture extraordinaire. Après, si on parle aussi d'autres, je dirais en dehors des championnats du monde, mais si on parle de la légende de Rickson Gracie, lui il dit bon bah juste avec de la base, même s'il a une lecture sur tout ce qui se passe, mais il va te faire des mouvements de base, il va pas te faire des mouvements compliqués. Donc je pense que grâce à ça, oui, tu es capable de gagner. Mais après, nous, on fait évoluer cette discipline, on a envie de voir des nouvelles choses, on a envie que ça soit un peu plus fun, comme c'est le cas. Et voilà, c'est ça qui va faire l'évolution. Mais oui, j'essaie toujours de garder tous ces petits côtés. Et puis, il y a des gens qui sont demandeurs, il ne faut pas se le cacher. Pour de ce côté-là, self-défense ou combat, ils sont demandeurs. Parce que ça les rassure, ça leur donne confiance en eux. Et puis, peut-être dans des situations vraiment extrêmes, eh ben, ils auront le bon comportement. Voilà. On sent le côté coach, tu vois, le mec qui sait parler, qui sait expliquer où il va, d'où il vient, hein, qu'est-ce que t'en penses ? Mais non, mais c'est vrai en plus, et c'était très clair, et c'est ce que je me disais, parce qu'en plus, toi, t'as vécu cette évolution-là, parce que le premier jiu-jitsu, le jiu-jitsu, on va dire, primaire que tu as eu ici, enfin, premier, pas primaire, premier que tu as eu, toi, en France, c'était celui-là, celui qui descendait directement de la rue, parce que même tous les premiers combats Pride et tout ça, auxquels participait Rickson et tout ça, ça rigolait pas, on n'était pas vraiment dans le sport, on était vraiment, même si c'était du sport, mais on était vraiment dans la bagarre. Donc c'est vrai que toi, tu as eu ce truc-là, tu as vraiment vu cette évolution, cette transformation du jiu-jitsu vraiment avec cette grosse street cred vers le sportif.
Oui, bah, je pense que dans les premiers temps, comme je vous l'ai expliqué, ça va, j'aime pas dire ça, mais il n'y avait pas, il y avait pas Internet. Donc Ça, effectivement, tout le monde, hein, ça à casse chaque tout, ça fois. casse tout. Ouais. Mais il y avait les vidéos, les gars. Quoi, une VHS, toi, quoi? Sous mystère, là, Ah, tout le non, monde non, nous parle Mais de... voilà, c'était un peu ça. Quand ça, c'était complètement mystérieux. Mais oui, non, mais mes enseignants, c'était ça. Ils essayaient de donner déjà ce côté-là assez pragmatique du jiu-jitsu brésilien. Mais rapidement, comme tout le monde, j'ai aimé le côté sportif, hein, parce que passer 4 heures sur le tapis à apprendre que de la self-défense, bon, ça n'avait pas beaucoup d'intérêt, à part si vraiment j'avais une vocation d'aller travailler dans les milieux de la sécurité ou des choses comme ça. Mais rapidement, après, j'ai dérivé sur le côté sportif. Alors ça c'est un point intéressant, en fait c'est après toutes ces années de pratique, Solo d'à peu près 10 ans, Olivier 20 ans, comment vous prenez encore plaisir, enfin c'est quoi le truc qui vous dit allez putain je vais y aller encore aujourd'hui, ça va encore être mortel? Attends, tu demandes au vice-champion du monde Master et au champion d'Europe Master, voilà ce qui les drive, c'est d'être champion. Bah pas forcément, pas forcément. Ouais, pas con. Il y a des deux. Pour moi, vraiment, il y a des deux. Il y a le côté compétiteur, vraiment de me dire j'ai goûté un truc où le dépassement de soi amène à une forme de reconnaissance. Et je crois que moi, c'est un des moteurs premiers. En général, à chaque fois, dans la danse, dans le rap, à chaque fois, c'est toujours ce besoin de reconnaissance, moi, qui m'a... Et dans le jiu-jitsu, on m'a poussé un petit peu à faire des compètes au début. Et dès que j'ai commencé, ça y est, c'était mort, quoi. C'est le goût du sang, quoi. Ah ben, je vais dire, moi j'ai commencé, en plus j'étais déjà quarantenaire et ainsi de suite, et ils m'envoyaient faire des compétitions avec les adultes, quoi. Tu vois, donc C'est le public qui t'a donné envie, Non, les cris, les hurlements, ça non, t'a... pas ça. Pour être très honnête, c'est plutôt l'adrénaline d'avant-combat et de comment ça se passe pendant le combat, c'est ces moments d'hyper-lucidité, où même quand tu perds, tu analyses le pourquoi du comment t'as perdu, ou t'as fait tel mouvement à tel moment, et c'était pas le bon timing, et ainsi de suite, et t'as perdu. Bon, ben, toute cette énergie-là, moi, c'est plutôt ça qui m'a surboosté. Et alors, l'avant-combat, moi, j'ai des souvenirs d'avant-combat qui... c'est mémorable, quoi. C'est marrant parce que la plupart des gens aiment pas la période avant combat. Tu sais, parce qu'ils stressent, ils angoissent, ils disent merde, ça va arriver, ça va être chaud. Pendant le combat, ils sont bien, mais avant, c'est dur pour eux. Ben, c'est super dur, très clairement, mais quand tu arrives à passer ces moments où c'est dur, c'est à ce moment-là où vraiment tu apprécies. Parce que des moments de stress et des moments d'anxiété dans la vie, t'en as tout le temps. Mais Puis tu faisais de la scène. alors, Tu faisais de la scène quand même. ben, Et ce moment-là... oui, mais alors après, c'est plus pareil parce que tu combats beaucoup moins que tu fais des concerts. De faire des concerts, le Tu prenais stress, tu l'habitude l'as. au bout d'un moment. C'est même pas que tu prends l'habitude, c'est que t'as l'habitude déjà de savoir parler dans le micro, parce que c'est une habitude à prendre. Quand tu... Et tu le fais très bien, Solo. Hein. Depuis tout à l'heure, écoute, franchement, il est ceinture noire. Hein. Depuis tout à l'heure, écoute, Vice-champion du monde, vice-champion du il monde. va me péter la gueule. Écoute, depuis tout à l'heure, on prend un plaisir. Mais tu vois, donc cette maîtrise-là, et puis à partir du moment où tu l'as, après, c'est beaucoup plus un truc d'échange que tu as avec le public. En tout cas, c'est comme ça que ça se passe dans la musique. C'est moins de la dans le rap. baston quand même. Voilà, c'est sûr. Mais après, dans le jujitsu, c'est plutôt, moi, tout le travail en amont et comment tu le mets en pratique, et les 5 minutes que tu as pour mettre en pratique tout ce que tu as travaillé pendant l'année ou pendant l'année et demie ou qui t'a amené là. Moi, ma première compète en ceinture noire l'année dernière, je peux te dire que j'en menais pas large, mais en même temps, j'avais déjà pris une certaine habitude de la compétition en jiu-jitsu et ainsi de suite, et le Lisbonne d'avant m'avait quand même déjà pas mal mis en confiance. Mais moi, là, c'est pas les compétitions qui me marquent le plus. Celles qui me marquent le plus, c'est les premières que j'ai faites. Je me remémore de l'Open Disney qui avait eu à Marne-la-Vallée. Je fais, et mon premier combat, je tombe en ceinture blanche contre un mec de 110 kilos. Un judoka. Tu vois, j'étais là, je fais, mais putain. Mais c'est que dans nos, ouais, voilà, dans nos KT, il n'y avait pas assez de personnes pour que ce soit ma KT de poids et mon. T'es quoi à 80? Ah non, à l'époque, j'étais en moins de 76, même pas. Tu vois. Donc c'était à cause de l'âge qu'il n'y avait pas Ouais, assez voilà. de combattants. Donc ils ont mis tous les 30, de 35 à au-dessus, ils les ont mis ensemble. 40 kilos de plus le premier combat à ta première compète. Première compète. Ça fait beaucoup. C'était une des premières. C'était pas ma toute première, mais c'était une des premières. En tout cas, c'est un bon souvenir, hein, on le sent. Hein. Ah, mais, tu veux que je te dise quoi ?
20 secondes, juge à la volée, pst, boum, terminé. Sinon, tu savais que ce serait trop. Sinon, tu y arriverais pas. À 100 kilos, c'était impossible. Mais le gars, il m'a attrapé, c'était un judoka. Quand il a fait le kumikata, j'ai cru que j'étais mort. J'ai vraiment cru que j'étais mort. Je me suis dit, il va me mettre une boîte, il va tomber sur moi, il va me casser la poitrine ou un truc comme ça. Et j'ai tenté le tout pour le tout. Moussa nous avait appris juste avant. Je me suis dit, bon, il m'a attrapé par le col, il m'a tiré. Je me suis jeté en l'air, juge à la volée, le mec il a tapé. Boum. Magnifique. Voilà. Magnifique. Bon, c'est plutôt ces souvenirs-là, moi, qui m'amènent à vouloir continuer à progresser et de me dire, je me suis dépassé. J'ai eu peur, parce que bon, la vraie anecdote, c'est pas le juji que je lui fais, c'est que une demi-heure avant, mec, je vais aux toilettes et je reste aux toilettes pendant 20 minutes. Tu vois, tellement je suis... Qu'est-ce que t'as fait aux toilettes pendant 20 minutes? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, tu vois, le vrai truc c'est ça, c'est j'étais tellement en stress, tu te vides, tu vois, bon, et tu gagnes la compétition et tu te dis, bon, ok, d'accord, s'il y a quelque chose qui va vraiment m'aider et me permettre de me dépasser dans ma vie de tous les jours et quel que soit ce qui m'arrive, si j'arrive à supporter un truc comme ça, le reste, ça va être de la rigolade. C'est un vrai challenge quand même, hein. C'était un vrai challenge. Ah ben, j'ai cru que j'allais mourir. Je me suis dit, bon, voilà, je me suis inscrit à un truc, tout ce que j'ai vu de l'UFC, Alors, il va m'arriver la même chose. Pourquoi le faire? Alors, moi, c'est un moment de ma vie où j'avais vraiment besoin de trouver quelque chose qui allait me porter encore vers l'avant. J'étais en train d'essayer de me réinventer, quoi. T'arrêtes de rapper comme je l'ai fait pendant des années, tous les jours, à vouloir écrire, faire les trucs, freestyler, ainsi de suite. T'arrêtes, qu'est-ce que tu fais? Ah ben moi, je suis sorti, j'ai teasé pour 25, j'allais en boîte au début une Pour fois 25, par semaine, voilà. Comme une Tu vois, séparation, un peu. exactement. Comme une Et séparation. donc, à la fin, ça amène à ce que tu te tiens plus, quoi. Une fois de plus, j'en reviens à ce que je dis. Souvent, la découverte du jiu-jitsu brésilien vient d'un besoin comme ça. À chaque fois qu'on demande à quelqu'un comment il y est venu au jiu-jitsu brésilien, à chaque fois, ça vient d'une séparation, d'un moment de rupture. À chaque fois. C'est un peu comme une secte en fait, hein. Quand tu réfléchis bien, c'est le même mécanisme. Non, mais il y a un Non, truc mais il y quand a un même côté, à Madrid, il y a un côté thérapeutique, hein, certainement, hein, c'est sûr. Ah non, Comme c'est le pas sport, certainement, hein. c'est très clairement, pour moi, ça a été... Ah ben ça m'a Il y a un cadré, truc quand même. ça m'a cadré. Je suis sorti ben c'est simple, moi depuis que je fais du jiu-jitsu, je bois pas d'alcool, je fume pas de pétard, je sors plus, voilà. C'est clair. J'ai plus d'amis, mais j'ai le jujitsu. Si, j'ai plein d'amis, mais c'est... Adrien, c'est l'inverse, apparemment. Ah non, mais moi pour le coup, c'est arrête le jiu-jitsu. pour le coup, moi c'était un peu comme Solo, hein. Je sortais d'une grosse année de dépravation en Espagne, et un peu la même chose, hein, en boîte de nuit une fois par semaine, c'était un peu plus, enfin tout le reste, alcool, tout ce que tu veux. Et donc effectivement, je me suis dit, allez, je rentre en France et je vais me payer voilà, je vais me mettre au sport et je vais essayer de me prendre en main un petit peu, quoi. Donc ouais, après j'ai pas pratiqué comme un dingue. Enfin, ça n'a pas été la plongée à 5 fois par semaine, mais bon, voilà, tout ça, c'est vrai que depuis j'ai pas lâché. Ben, c'est arrivé doucement, mais c'est arrivé très très vite, moi, ça. Rien que mon sensei, il m'a déjà mis... Donc là, t'étais avec qui? Donc t'étais à la Submission Team. J'étais à la Submission Team, ouais. qui est donc un élève de Olivier. Ah, et donc Moussa à ce Demous. moment-là, toi, t'étais déjà ceinture noire de jiu-jitsu brésilien. Oui, depuis un petit moment déjà. Et donc toujours au cercle Tissier. Oui. Et un de tes anciens élèves Oui. était parti à la Submission Team. Il a monté. Bah, avait il créé a la créé, Submission Team, voilà. excuse-moi. Et donc toi, Solo, Ouais, j'arrive C'est là-bas que tu découvres. à la Submission Team. Je découvre avec Marcelo Bocan. Bocan retourne au Brésil. Donc je me retrouve un petit peu là comme ça tout seul et j'ai un ami qui lui allait s'entraîner à la Submission Team. Donc je vais un jour avec lui, je vois ça, je me dis putain ouais là ils sont cool les mecs, ça se prend pas la tête, ça se la raconte pas et tout. Et puis je voyais Moussa qui à l'époque était pas encore ceinture noire, il était ceinture marron. et je continuais à le suivre au cercle Tissier à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il avait effectivement son club, mais C'est ça. c'était toi son référent. Oui, c'est ça. Donc bon, dès qu'il a ouvert la Submission Team, je suis venu quelques fois à la Submission Team avec lui, continuer un peu l'échange. Lui, il avait plus trop le temps de venir au cercle Tissier.
On était connectés, hein, donc. Mais ça s'est senti parce que quand on était au championnat d'Europe là cette année à Lisbonne, j'ai rencontré donc pour la première fois des gens de la Submission Team. Et alors d'ailleurs il y a une personne aussi qui s'entraîne chez toi, qui y est aussi, qui s'appelle Massiège, je crois. Bien sûr. Qui a fait 3e au championnat du monde là cette année. Deuxième au championnat du monde en ceinture blanche. Alors voilà, c'est ça, c'est l'Open international. Voilà, et qui s'entraîne aussi donc à la Submission Team. Et donc, et c'est ce que je me disais, je trouvais ça fou de voir cette équipe qui est extérieure à la MK Team, donc ton équipe aujourd'hui, Olivier, qui hurlait autant que si c'était la MK Team. Et je me suis posé la question de pourquoi, parce que je voyais donc un jour tu avais le t-shirt Submission Team, mais je savais que tu étais MK Team solo, et je comprenais pas. Donc en fait, je comprends maintenant aujourd'hui, vous avez toujours été plus ou moins ensemble. Voilà, vous êtes. Non, mais au-delà de tout ça, c'est qu'on est amis et qu'on se supporte même. On se supportera même si on fait pas partie de la même équipe, c'est même plus ça. Mais là, du fait effectivement que y a des années, c'était mon élève et qu'après il a été ceinture noire, j'ai donné la ceinture noire. Il y a quand même de la confiance et du coup, même si on se voit pas forcément. On sait qu'il y a un échange avec les élèves, hein, bien évidemment. Non, vas-y. Et moi, je suis pour, et j'ai toujours fait, ça a toujours été comme ça, depuis même le cercle non, tissé. moi, je vais beaucoup plus loin que ça. C'est que, en fait, à la Submission Team, il y a une méthode, je dirais, d'entraînement qui est vraiment la méthode on rentre dans l'art et on y est tout le temps. On ne lâche pas. Ça veut dire que ça. Voilà. S'il y a pas on n'est pas là pour faire de la fioriture, il lui dit c'est. Vas-y, on roule, et on tourne, et on tourne, et on tourne, et on tourne. Pourquoi tu le définis ? Il y a des clubs comme ça où on est là pour faire de la fioriture ? Non, mais il y a des clubs qui sont dans une certaine forme de transmission. Chacun a sa forme de transmission, je pense. Je suis allé aux États-Unis, j'ai vu qu'il y avait un aspect technique qui était l'aspect de la transmission. Là, à la Submission Team, on n'est pas là pour faire de la fioriture et te montrer des trucs dans la technique. On veut que ça marche et on veut être certain que tu es efficace. Quantitatif et à la fois, il faut aller à l'essentiel. Voilà. C'est quantitatif et on essaie d'aller quand même à l'essentiel sur chaque combat. Quoi. On n'essaie pas de faire court et de dire c'est ce mouvement-là que tu dois faire exactement et on le répète. Quoi. C'est plus dans le très peu de temps avec un mouvement. Là, c'est vraiment tu vas, tu fais du combat, tu le fais 4 heures et puis tu tournes. Tu te poses pas de questions. Et plus tu vas tourner, plus tu vas tourner, plus tu vas apprendre. C'est rigolo. C'est rigolo ce que vous dites parce que et tous les deux. Enfin moi, j'ai jamais tourné avec toi solo, mais je regarde souvent quand tu combats. Et vous êtes quand même, et toi Olivier, on le sait, quand même hyper technique. C'est-à-dire que votre mouvement, quand vous le faites, vous n'êtes pas du genre de personne, et je suis moi vraiment beaucoup plus comme ça, qui a son point A, qui a un point B. Et le but c'est d'arriver au point B et l'important c'est d'y arriver. Et on voit, vous passez par le point A, A', A tiers, vous avez ça. Et donc c'est très étrange d'entendre ça. Alors, moi, mon cheminement, et je pense que j'ai beaucoup influé sur le fait que on se tourne vraiment vers Olivier, puisque moi c'est vraiment ce que j'ai fait. La Submission Team m'a amené à un certain point dans le développement de mon jiu-jitsu et ainsi de suite, mais pour aller chercher certains objectifs, je me suis rendu compte qu'il y avait une forme de limitation. Et instinctivement, je suis allé à la source de ce qui m'avait amené là. Et moi, ce qui m'avait amené là, c'était la Submission Team. Mais ce qui avait amené la Submission Team à cet endroit-là, c'était Olivier. Moi, j'ai entendu parler d'Olivier avant de savoir qui il était. J'entendais Moussa dire « Ah, Olivier, il est venu tourner avec moi aujourd'hui. Oh, je me suis fait ceci, il m'a fait cela. » Ou « Ah, aujourd'hui, j'ai soumis Olivier, j'ai fait tel truc et j'ai fait tel truc. » J'ai pas de honte à le dire, hein, c'est la vérité. Hein. Et c'est très bien, il faut que ça soit comme ça. Et donc... je me suis dit, mais attends, j'en entendais parler, et puis j'ai demandé, j'ai dit, mais il est où ? Il m'a dit, il est au cercle. Et je dis, mais... Et je savais qu'il y avait certains de notre club qui allaient, parce qu'il y a eu aussi le prodige, qu'on regrettera toujours, en tout cas moi personnellement je le regretterai toujours dans le jiu-jitsu, c'est Mimogdad, qui lui allait tourner avec Olivier l'après-midi et ainsi de suite. Et puis un jour, je me suis dit, je vais peut-être aller voir. Tu vois, par curiosité. Quelle ceinture, là ceinture bleue ou ceinture blanche ? Je sais plus. C'était le début, quoi. Ouais, début. Je crois que ceinture bleue. Et je suis allé. Et moi, j'y suis allé, mais j'y suis allé comme un gosse, quoi. Ça veut dire, je suis arrivé, pas de bruit. Monsieur Mako. Non, et puis, est-ce que je suis un élève de Moussa ? Est-ce que je peux ? Oui, donc, voilà, tu peux monter sur tatami. Et moi, le seul truc qui m'intéressait,
c'était Olivier, quoi. C'est de tourner avec Olivier. Et donc, j'attendais les autres, je tournais avec les autres, mais et un jour, il m'a invité, quoi. Et ce jour-là, voilà. Tu vois, mais les gosses. T'as compris. Ben non, mais comme les gosses, quoi. Ça veut dire que je prenais des soumissions, mais je rigolais. Tu vois, c'était vraiment ça, quoi. Je me prenais une soumission, j'étais là, genre. Tu sais, je sais pas, t'as dû te dire, mais il est ouf, celui-là. Pourquoi il rit, tu vois? Il tend le bras, dis donc. Voilà, et je pense que j'ai un peu transmis ça à certaines personnes au sein de la Submission Team. C'est-à-dire que moi, quand je suis revenu à chaque fois de m'entraîner avec Olive, et je reste quand même vachement affilié à la Sub, et je fais ce que j'ai à faire à la Sub, moi. En fait, ce que Olivier me donne, je vais le redistiller. Ouais, mais on a Autant compris que que- c'est plus ou moins la même famille. Voilà. Donc ça te dérange pas vraiment, Olive, en fait, ça. D'ailleurs, il aurait pu faire partie d'un autre club, ça m'aurait pas gêné non plus, puisque j'essaie de développer aussi, déjà pour moi bien évidemment, mais j'essaie d'aider un maximum de gens qui sont dans le jiu-jitsu brésilien, parce que j'aime ça. Il peut venir de n'importe quel club, s'il me pose une question sur comment tu fais ça, c'est quoi même ton spécial, et, je lui donnerai. T'es vraiment comme ça? Parce que non, Attends, Olivier, tu serais pas un menteur? parce qu'il y a beaucoup de gens, parce que c'est le jiu-jitsu brésilien. Il y a un truc dans le jiu-jitsu brésilien quand même qui est, étant donné que c'est un sport qui est vivant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mouvement arrêté. Dans le jiu-jitsu brésilien, ça n'existe pas. On dit que ça évolue tout le temps. C'est ce que tu dis, Solo. Ça évolue tout le temps. Donc quelque part, si tu découvres un mouvement, et on peut dès la ceinture blanche découvrir un mouvement, le mettre à l'épreuve et qui fonctionne très bien. On peut avoir tendance à le garder pour soi, sachant qu'en plus tous les deux vous êtes compétiteurs. Tu es compétiteur, Olivier, tu as une académie qui se développe à une vitesse fulgurante, sûrement une des plus rapides en France qu'on ait vu, et à raison, je pense. Ce serait pas incroyable que tu me dises ouais carrément j'échange, et puis qu'en fait quelque part la vraie technique Mako, la vraie technique Mkatim, tu la gardes, mais il y aurait rien de grave à ça, tu vois ce que c'est pour ça que je te demande, et c'est hyper honnête, est-ce que tu le penses vraiment ce que tu dis? Oui. Putain, mais ouais. Solo, il dit ouais. Non, mais c'est un truc de ouf. Ferme-la, Ouais, parce que franchement, sans déconner, quand il a donné la menotte, quand je l'ai vu. Alors la menotte, non, tu peux pas te dire balancer la menotte comme ça. Si. De quoi tu parles? Mais Qu'est-ce que la menotte? la Mako Handcuff, quoi. Oui, tu dis ça, il y a des gens qui ne font même pas de jiu-jitsu brésilien là qui nous écoutent. Qu'est-ce que tu entends par Tu sais que c'est faux. C'est le fait avec le pan de kimono, d'enrouler le bras dans une position qui en fait immobilise totalement le bras de l'adversaire. Il peut plus s'en servir et de là faire tout ce que tu as à faire. Mais quand il a fait la première vidéo, je lui ai envoyé un message direct. Genre pourquoi tu fais ça, quoi? Garde-la pour toi. Non mais qu'est-ce que tu fais? Non mais qu'est-ce que tu fais, mec? Olivier sourit. Mais c'est la botte secrète, quoi. Je lui dis mais mec, ça c'est la botte secrète. Là t'es en train de donner un truc en compétition, on calme tout le monde avec ça et là tu balances le truc. Et alors là tu as entièrement raison, Solo, dans ce que tu dis, parce que c'est très rigolo, parce que donc au dernier championnat d'Europe, j'ai eu la chance par un enchaînement de situations de me retrouver en bas dans la fosse avec tous les combattants, tout ça, pour faire des photos, voilà, pour JITS, pour le magazine JITS. Et donc j'étais hyper proche de vous deux, puisque tu y étais aussi, Solo, en tant que ceinture noire, pour coacher Olivier. On va y revenir à ça. Pour coacher Olivier. Et donc j'étais hyper proche, et j'entendais ce qui se disait en fait sur les tatamis. Et donc tu as gagné, je crois que c'était ton 3e combat, donc les quarts, je crois, que tu gagnes, et c'était contre un Brésilien, et il a répété peut-être 5 ou 6 fois à l'arbitre. C'est illégal. Et c'est illégal, c'est illégal, c'est illégal. Il se tournait vers son entraîneur, il a dit c'est illégal, c'est illégal, c'est illégal. Donc Solo a raison, c'est un truc que personne ne connaît. Pourquoi t'as fait ça? Et quand le mec est sorti du tatami après avoir perdu, il est allé gueuler, il disait à son coach, à l'arbitre et tout. Ouais, c'était marrant quand même. Ah, ça t'a fait marrer, toi. Ouais, ça m'a fait rire parce que il était impuissant face à ça, il savait pas ce qui lui était arrivé, le pauvre. Il s'est pris comme tout le monde quand on commence le jiu-jitsu, mais là, sauf qu'il était ceinture noire, il a pris une technique comme s'il était ceinture blanche et il s'est dit merde. Je connais pas du tout ça, qu'est-ce qui se passe? Alors il s'est retourné vers l'arbitre en disant
c'est illégal, c'est pas bien, c'est illégal. J'ai perdu quoi. Bah non, t'as perdu, t'as pas compris ce qui s'était passé. Et c'était très drôle parce que l'arbitre ne lui répondait même pas. Il y avait un moment un peu de solitude. Et l'arbitre lui répond. Parce que pour moi, il lui tournait le dos. Le compétiteur, pour demander des choses à l'arbitre, il aurait pu avoir des problèmes. Hein. Ouais, mais c'était fini. C'était fini. Ouais. Le combat est terminé. Ouais, d'accord, une fois terminé. Pendant le combat, il aurait pu être sanctionné pour ça. Ouais. Bah, il s'est adressé à l'arbitre, mais sans parler. D'accord. Donc tant qu'il fait des gestes et qu'il montre l'arbitre, c'est un truc de il tolère ou il tolère pas. Et c'était ce qui était drôle là pour l'anecdote, c'est qu'il est resté longtemps avec donc la menotte, la technique, la menotte, le pan de kimono accroché à son bras. Déjà, il essayait de comprendre déjà comment enferme son bras en fait. Voilà, il n'avait pas compris comment ça s'était passé. Et après, quand il a enlevé la menotte et qu'il voulait expliquer à l'arbitre, il n'arrivait pas à la refaire. Je sais, j'ai vu. Et je voulais le regarder. Et je voulais l'aider. Je lui ai dit bon, est-ce que tu veux que je t'aide, tu veux qu'on le refasse et tout. Non, l'humiliation quoi. Non, mais bon, c'est vrai que c'était sympathique. Il s'en est pas remis. Il s'en est pas remis lui. J'ai encore quelques photos. Ils s'en sont pas remis tous. L'autre en finale aussi pareil, il s'en est pas remis et pourtant tu sentais que c'était un client quoi. Et il y avait un vrai truc pour cette technique-là. Et une fois de plus, là, je vais dans ton sens solo. Et donc, je redemande à Olivier, pourquoi t'as montré ça Il y avait un truc où, en finale, tu t'arrêtais pas de lui dire la menotte. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois que tu l'avais dans ta garde. Tu l'avais dans ta garde et tu essayais, tu y étais peut-être pas complètement encore à vouloir la placer. Et Solo qui te hurlait la menotte. Et quand tu l'as placée, tu as dit ça y est, elle est placée, tu as gagné. T'as gagné. Et ça, j'avais trouvé ça incroyable. Ah, il savait. Mais faut le ressentir. Tu sors pas. Si tu es pas préparé, tu sors pas. Il a fait pour la première fois, c'est dur. Il aurait pu. Je veux dire plus ou moins sortir, c'est qu'il l'a poussé et il le tenait à bout de pied. Mais ce que Olivier fait et qu'il fait tout le temps, c'est qu'il change de main. Et quand j'ai vu que le mec commençait, tu vois, à essayer de le tenir, tu vois, il le tenait d'une main. Et dès que j'ai vu qu'il a changé de main, j'ai fait mec, t'es mort. C'est mort. Voilà, surtout pour en 5 minutes, il restait plus beaucoup de temps. Je voyais pas comment il allait sortir. Je savais moi-même. Après, c'était à la décision, donc j'avais un peu peur quand même que l'arbitre comprenne pas ce qui se passe et qu'il pense que je fermais le jeu. Mais bon, finalement, comme je montrais que je bougeais quand même, que j'essayais d'ouvrir sa garde et que l'autre il était impuissant, donc dès qu'il ouvrait les jambes, il s'est dit mince, je suis contrôlé, il n'arrivait pas à enlever son bras, il s'est dit je reprends dans la garde, et donc il refermait à chaque fois. Bon, on savait à peu près que c'était gagné, le job était fait quand même, c'était sympa. Mais je voudrais revenir un petit peu là justement sur cette idée de pourquoi je l'ai fait voir, cette technique. J'aurais pu garder pour moi et dire bon bah voilà, je vais faire plus ou moins mes prochaines compètes là-dessus ou montrer qu'à mes élèves ce genre de technique. Mais encore une fois, ça part déjà de mes convictions sur le jiu-jitsu brésilien et sur le sport en règle générale. Et moi, j'aime bien échanger. Je fais ça pour échanger. Et aussi, au bout de 20 ans, il faut bien évidemment trouver aussi de la motivation. Et ce que j'aime dans le jiu-jitsu, c'est toujours évoluer et progresser. Et pour évoluer et progresser, il faut savoir aussi se mettre en danger. Donc, je vais chercher dans le jiu-jitsu tout ce qui existe. Et puis, je me dis, là, je vais me mettre en danger. Je vais essayer de comprendre ce qui se passe. Ok, 1, 2, 3, voilà, je fais des progressions comme ça. Et je me dis, c'est exactement pareil. Quand je dévoile ma technique, je vais dire comment lui va réagir avec ça, comment lui va la transformer. Lui, il va la faire. Ah tiens, j'avais pas pensé. Ah ouais, il l'a fait comme ça. Ça me redonne encore une autre façon de le faire. Et tu as déjà vu, tu vois la menotte qui évolue parmi tes élèves complètement. Qui sont loin d'être mauvais et tu te dis, tu es obligé d'adapter ta menotte pour la rendre encore plus efficace. C'est ça, parce que lui après, comme il sait que je vais lui faire une menotte, le challenge c'est de réussir à lui faire sans que, en passant par des combinaisons, des choses. Donc et t'es surpris ? Moi je suis hyper surpris de la façon dont ça évolue déjà en club et puis après même il y en a qui maintenant le font en compétition hein. Donc c'est génial si eux ils y arrivent et puis surtout j'ai envie de répondre à toutes les situations, c'est à dire qu'ils vont faire une menotte mais si un jour il y a un gars qui lui fait une défense que je connais pas et qui se fait battre d'une certaine manière j'aurais pas été jusqu'au bout du concept, donc à moi de par le biais de l'échange d'une certaine manière je m'améliore, je me remets en danger. Et en fin de compte, on sait très bien qu'un jour ou l'autre, tout se sait, même sur Internet, tout est dévoilé. Après, pourquoi ? Moi, ma technique est pas, elle est forte, mais c'est pas ça qui va forcément faire gagner quelqu'un jusqu'au championnat du monde. Ouais. Qu'est-ce qui ça fait ça a quand même fait de toi un champion d'Europe quand même. Oui, bien évidemment, c'est sûr. Mais je veux dire, plus les années d'expérience avant aussi. Non, bien sûr, évidemment, c'est ton style. Il a gagné sur cette technique-là, c'est pour ça que je crois réellement que si tu travailles quelque chose qui est cohérent.
et que tu le répètes et que tu as bouclé le truc et que tu le fais tu as un jeu complet, si je puis dire, tu gagneras, tu pourras aller jusqu'au championnat du monde. Si on parle d'un champion, j'ai rencontré Cobrinha il y a pas longtemps et j'ai été le voir parce que je voulais comprendre pourquoi lui gagnait. Et effectivement, il a son style que tout le monde connaît, qui est de la sit-up guard. Bon, c'est un truc assez technique, hein. C'est une garde particulière dans le jiu-jitsu, mais il le fait, mais il le fait tellement bien avec sa forme de corps et son concept, et il a un jeu complet. Il verrouille tellement le truc qu'avec ça, il gagne. Voilà, il est champion du monde avec ça. Après, si on prend son concurrent direct dans sa catégorie, Rafael Mendes, lui, par exemple, c'est le berimbolo. Encore une fois, c'est une technique propre au jiu-jitsu, mais lui, il le fait tellement bien que voilà, il a tout le jeu complet. Après, je pourrais citer les Miao, pareil, un jeu complet, la X-Guard, etc. Donc, chacun a son style, mais une fois que tout est verrouillé, ça devient vraiment une arme absolue. Après, c'est la façon dont tu as de répondre à toutes les équations. Et encore une fois, la compétition, c'est ça qui est dur, c'est de répondre à tout ça en même temps. Voilà, et d'imposer son jeu. Et c'est pour ça que j'offre à tout le monde la possibilité de voir un petit peu ce que je fais. Et puis, une dernière chose, je pense que maintenant, avec Internet, c'est important pour moi, c'est un peu une marque déposée. Si je le montre, voilà. On va pas se cacher. C'est que je le fais voir et puis je me dis c'est ma marque de fabrique aussi. J'aime ça. Là, en parlant de la menotte, oui, tu inventes quelque chose, tu es fier, tu es content. Et puis tu dis que maintenant, à l'heure actuelle, tout le monde prend les techniques de tout le monde. Et puis un jour, ça se trouve, quelqu'un va le faire et puis il va dire attends, c'est moi qui ai mis ça en place. Alors bon, ça m'embêterait d'avoir trouver un petit truc sympa et que ce soit quelqu'un qui se l'attribue et qui joue avec. Là, au moins, tu pourras dire que c'est toi. Je peux dire au moins, je peux dire au moins que c'est moi qui ai trouvé ça, parce que ça part quand même de quelque chose qui existe et c'est une espèce de mélange de pas mal de choses. Mais ouais, voilà, je suis content que c'est une petite griffe comme plein d'autres choses, comme quelqu'un qui fait une de la Riva mais sans prétention, hein, mais Kimura ou autre. Je me dis peut-être que voilà, dans quelques années, quand on fera ce mouvement-là, on dira tiens, voilà, c'est lui qui a fait ça. Et t'auras laissé quelque chose, quoi. Peut-être marquer un peu le truc du jiu-jitsu et puis me dire aussi qu'il y a toujours. Regarde, je suis français et oui, on est capable encore, on est capable de créer quelque chose dans le jiu-jitsu, d'apporter quelque chose et que voilà, on existe aussi dans ce milieu-là maintenant au bout de 20 ans. On a quand même on a des compétences. Et c'est pour donner aussi envie à tous les autres qui font du jiu-jitsu en France, et de croire en eux, professeurs ou athlètes. Et voilà, tu vois, c'est une super réponse. Pourquoi toi ça t'a énervé alors qu'il l'a Qu'est-ce que t'as à répondre à ça maintenant? L'énerve pas, non. Jérémy, ne l'énerve pas. Parce que je veux gagner, Et puis dans le côté je veux gagner, si je peux avoir une botte secrète que les autres ils connaissent pas, il nous apprend une botte secrète et tout de suite il l'offre au public. Je me dis putain merde, on n'aura même pas le temps de l'utiliser. Je comprends ce que tu veux dire, mais aujourd'hui, et la MK Team aujourd'hui, c'est un lieu de pèlerinage, c'est devenu, et d'ailleurs donc ça t'est arrivé, ça vous est arrivé on va dire, parce que je pense que vous avez un truc, on vous voit quand même souvent ensemble, vous avez un vrai truc à fonctionner ensemble, une vraie équipe, donc ça, on va dire ça vous est arrivé il y a un an vraiment de lancer ça, d'avoir ce truc à toi Olivier, et donc à vous deux en équipe, mais la MK Team aujourd'hui c'est devenu un passage en France, à Paris, quand les gens viennent, tout le monde, nous, on a fait quand même pas mal le Tour de France, on a rencontré beaucoup de monde, et à chaque fois que quelqu'un vient, oui, je vais sûrement passer à la MK Team, je vais sûrement, à chaque fois, même des équipes extérieures, des choses comme ça. Solo, tu peux pas, tu vois ce que je veux dire, c'est compliqué de garder pour toi les techniques. Alors, je dis ça, c'est un peu la phase d'enfant gâté, mais dans le fond, je suis tout à fait avec ce qu'il dit, et puis voilà, ce qui est, et puis je profite, mais moi je suis comme toi, hein, donc c'est pour ça que je pousse l'inverse. Et moi je suis comme moi direct. Je garde pour moi. Y a pas le truc de la MK Team. Moi je me sens encore un petit padawan. C'est pareil quand vous disiez oui leader de. Moi je me considère pas comme un leader à la MK Team. Par exemple, lui me nomme comme un des instructeurs, moi je me considère pas comme un leader ou un truc comme ça à la MK Team. Je suis présent parce que je suis présent, c'est tout près de chez moi. Comparé à mon autre club sympa, de Olivier, ça te fait plaisir, c'est pour ça qu'il vient. Voilà, c'est à côté. Il fait pas mauvais, il y fait pas mauvais. Ouais, il fait chaud.
soyons honnêtes, il y a des deux. Mais et c'est ce truc voilà, de partage. Et moi, je veux apprendre et encore apprendre et encore apprendre. Moi, je vais pas combattre pendant longtemps encore. Là, je vais avoir 52 ans. Je vais faire pour mon deuxième Masters. Voilà, je sais pas de quoi demain sera fait par rapport à tout ça. Tu dis c'est parce qu'il fait bon, il fait chaud. Et alors là, donc c'est Adrien qui m'avait parlé de ça. C'est toi qui coach Olivier pendant les championnats d'Europe. Ouais. Et pourquoi tu me tends le micro? On a rarement vu quelqu'un gueuler comme ça sur Olivier. Et ça, pour moi, c'était un grand moment. Vous avez dans le combat, dans le jiu-jitsu brésilien, en dehors, ça ne regarde absolument pas, mais vous êtes une équipe quand même. Moi, je le considère comme un de mes sensei. Pour moi, j'ai deux sensei vraiment. Moussa qui m'a amené jusqu'à un certain point, et là Olivier qui est en train d'ouvrir les vannes de tout ce que je peux apprendre dans le jiu-jitsu. C'est ces deux personnes-là qui moi m'ont formé en tant que jiu-jitsuka. Pour moi, il y a même pas à chercher, c'est même pas. Après, moi je suis entier, je fais pas les trucs à moitié. Et malheureusement, pour Olivier, il faut lui mettre des coups de pied au cul des fois. Malgré que ce soit ton sensei, tu sais ça. Tu sais aussi pousser dans c'est du respect de dire à quelqu'un je vais te filer un coup de pied au cul pour réussir. Je suis d'accord. Il est champion d'Europe aujourd'hui. Honnêtement, en partie peut-être grâce à ça. Moi je pense pas que ce soit en partie grâce à ça, mais c'est par contre de lui pousser à vas-y, dépasse-toi, vas-y, va le chercher. Il s'était déjà dépassé avant et ainsi de suite, mais il est toujours là, il le fait un peu en demi-teinte. Il y va, mais Tandis que là, j'étais derrière lui, dès que je sens qu'il redescend ou je suis là, je fais « Hé mec, tu lâches pas là !» Et tu envoies la purée, mec, c'est pas maintenant que tu... Oh wow. On a toujours besoin de quelqu'un pour nous, pas nous diriger, mais dans la compétition, c'est ça. On aime bien quand même que quelqu'un... dépasse. Ouais, voilà, nous... ça permet de se décharger un petit peu et derrière il y a quelqu'un qui dit bah si c'est pas bien voilà bah tu le fais. Je pense à un exemple juste avant les championnats d'Europe hein. Moi je sortais d'un petit peu de maladie là, j'étais vraiment pas bien, j'étais pas super motivé, je dis bon je le fais pas, j'étais un peu dans le calvaire là et solo quoi, comme tout le monde. Non c'était plus que ça, j'avais fait des rhinites allergiques avec allergiques voilà et puis vraiment j'étais vraiment pas bien, j'avais pas la condition physique. Et puis bah c'est vrai que s'il m'avait peut-être pas botté le cul comme ça ou je me sentais obligé de il m'appelait, il me disait bon fallait courir, s'il avait pas été là j'aurais pas couru, j'y serais pas allé c'est sûr. Là, il me dit faut y aller là hein. C'est bon je t'attends, je suis déjà devant, vas-y on y va là. Ouais ça m'a redonné envie, je dis finalement c'est cool, on a tous besoin de quand même quelqu'un pour nous motiver, les coups de pied au cul ça fait pas du mal, ça permet aussi d'avancer et puis je l'en remercie pour ça. Et c'est vrai que quand il me crie aussi sur le tapis et qu'il me motive, pour être honnête, je sais déjà ce que je dois faire dans le combat, ça y a pas de souci, mais qui soit derrière moi me stimuler, à me dire vas-y il faut que tu y ailles. Ouais effectivement il me connaît parce que c'est ce que j'allais dire, je peux me contenter du peu. Donc quand lui il me dit vas-y, c'est clair, pourquoi j'y vais pas là, vas-y j'y vais, allez je me rebooste et puis je tiens les 5 minutes, je lâche pas les 5 minutes et je laisse personne prendre ses possessions de la main là, du jeu. C'est exactement ce que j'allais dire, parce que là tu parles de trucs de t'emmener courir et de machin, mais ça a été beaucoup plus loin parce qu'une fois de plus j'étais sur le bord de ce tapis et il y a eu un moment, et là pareil c'était toi qui tenais en garde et tout, et on a eu l'impression dans tes yeux, après moi je te connais pas beaucoup, mais qu'il y avait un truc de vas-y je peux plus, je suis crevé, j'en peux plus, j'en ai marre, et vraiment c'est ça. Et j'ai entendu Solo te hurler dessus machin, tu lâches pas maintenant. C'est ça. Et tu l'as regardé, t'as eu des yeux, et tu t'es dit ok, voilà. Tu vas me gueuler si je sors. Non mais je sens la chose, franchement, hein, c'est organique, c'est comme si je suis en train de combattre. Je le vois, je vois sa tête, je sais les mouvements qu'il fait, je connais ses capacités. Et le moment où je me dis bon là il tient, mais l'autre il est en train de l'éprouver mentalement, je le sens. Je sais pas comment te dire. Mentalement, toi, hein, c'était pas physique, c'était mentalement. Mais mentalement, le mec, il essaie de sortir d'un truc que tu le tiens depuis 3 minutes et il arrive pas. Et tu sens qu'il met tout ce qu'il a, quoi. Il y a un moment où tu peux être tenté de te dire, bon, là, il met tellement de force qu'il faut que je garde peut-être un petit peu de force pour dans 30 secondes. Et ces 30 secondes-là, si tu lâches, le mec, pour lui, il est reboosté pour la minute qui reste sur le combat. Il est reboosté.
Et il y a pas, il se rebooste pas derrière lâches toi. rien, Tu ça, le c'est- lâches pas. Si Ouais. tu le lâches pas là, c'est lui qui Ouais. va céder. Et s'il cède, t'as gagné. Mais si tu cèdes avant lui, peut-être qu'il va te renverser. Et le renversement, c'est 2 points. c'est de vraiment prix là. un jeu psychologique aussi. Hein. C'est Ah la ouais. nerf, Et c'est la donc- guerre des nerfs. Hein. Dans ces combats-là, en ceinture noire, en Master 2, à leur niveau, là où ils sont techniquement, si tu commets une erreur technique, t'es mort. Il y a des Ouais, trucs ça. où le mec, il passe son genou. Il n'est pas passé encore. Hein. Juste, il a passé son genou, tu reviendras plus. Et le fait que tu reviennes plus, quand t'es à 2 partout, 2 avantages pour toi, si le mec, il te renverse, Ah, c'est délicat. c'est fini. Donc, tu vois, c'est mon ressenti, mais c'est mon ressenti de l'extérieur. Moi, je suis à côté de lui, j'ai envie qu'il gagne. Ah, ça s'est vu, hein. Y a pas de problème. Mais bien évidemment, Et je après, me je, dis- suis- je suis boosté par tout le monde. Hein, qui est Voilà. je Non, mais t'entends, bien t'as une sûr. certaine Mais d'ailleurs, lucidité. justement, et Il y c'était a- très il y a rigolo parce qu'il y toutes avait les- Combria t'as qui toute était l'équipe. à côté de toi. Cobregna aussi qui était là, qui était à côté de toi, qui est venu, et qui est venu me coacher tapait durant. comme ça. Ouais, Mais, bien mais à un évidemment. moment, en fait, il s'est juste mis quand tu lui criais dessus, en fait, il était juste Ah ouais, là, il tu dis, attendait c'est sur quoi le côté. fou, Quoi. ouais, ouais, il s'est dit c'est quoi s'est dit- c'est quoi ce barge. Bon, enfin, ce qu'il y a de clair, c'est que tu avais très clairement le cœur du public. Hein. Oui. Tous les Français gueulaient pour toi quand même. Au championnat d'Europe, c'était vraiment C'était impressionnant. vra- Tous les clubs. Et franchement, je remercie tout le monde pour ça et c'était très agréable et ça m'a aidé. Hein, ça transcende hein, ce genre de. C'est- J'en ai encore. Ah lui, il a un objectif. Pour moi, il a des projets, mon Solo. Il a des projets. Il le sait. Moi, pour moi, il a Ah, pas il me tout tape. donné. Ah non, on peut Il y a encore beaucoup faire de mieux. gens qui discutent d'ailleurs sur internet quand on parle de Mako, c'est ouais Mako, il est fort à l'entraînement, mais c'est pas un compétiteur de dingue. Et... J'ai jamais. Ah, bah, bon, moi je j'ai sais eu pas. des discussions sur Je sais internet où des fois je dis ben ceux qui disent ça, qui me montrent leur palmarès. Quand Bah ils amènent ouais. leur palmarès, après on pourra. Mais effectivement, moi je dis, Bon, il peut chercher. Tu dis ça parce que toi, tu es vice-champion du monde. C'est c'est ça, ça. c'est ça dont tu parles. L'objectif, c'est ça. Non, parce qu'on parle pas de lui. On dit rien depuis Il tout à l'heure. Le aimerait, mec il est juste aimerait, il deuxième aimerait. au monde. Tu vois C'est ce que ça, je veux dire, exactement. dans cette catégorie. Non, mais il croit en moi. Solo, c'est vraiment quelqu'un qui croit en moi et je pense que beaucoup d'autres croient en moi. Mais le problème, c'est que moi, voilà, je suis vite rattrapé par d'autres choses de la Quand vie tu de dis tous les il a jours. pas faim. Pas fin d'aller encore en compétition, d'aller. Non, mais Disons pour que j'en moi, fais ce depuis mec-là, c'est très pas longtemps. possible. Non, mais attends, vas-y, c'est bon. Il essaie, tu vois. C'est ça qu'il voulait. Les invités, C'est ça les qu'il invités voulait. qui s'engueulaient, on l'a jamais eu ça. C'est simple. C'est très Pour bien. moi, ce mec-là, il n'a pas il a pas le palmarès et le degré qui va avec là où il en est techniquement. Et ça, il doit aller le chercher. Pour moi, il doit clouer des becs. Olivier, c'est le mec qui techniquement et ce qu'il apporte au jiu-jitsu français, il doit se mettre lui-même à un niveau sans être non plus. Faut pas que. Il a des trucs à aller chercher au niveau mondial. Je suis sûr qu'il y a des trucs vraiment à Bien faire. sûr, bien sûr. Ça doit être l'assumité pour moi, c'est lui. Non, j'en suis convaincu. On peut toujours aller plus loin, hein, c'est ça. Mais on se demande aussi, à notre âge, quoi. Moi, j'ai commencé bien avant toi, c'est sûr. Vieux, Olivier. Ouais, mais sportivement. C'est vrai qu'il est jeune. Oui, mais T'as non, quel mais âge, c'est- Olivier, exactement J'en ai 38. Mais ce qu'il faut savoir, c'est. Je veux dire. Alors, laissez-moi bon, exprimer. ouais. les gars. Ah, vous voulez je vous dis simplement que quand tu commences les arts martiaux assez tôt, que tu es directement plongé dans la compétition et que tu commences à faire de la compétition de haut niveau où vraiment tu fais ça pendant longtemps, au bout d'un moment, tu n'as plus la même faim, comme disait Solo, et puis tu es vite rattrapé aussi par tes responsabilités. Mais c'est sûr qu'il y a encore toujours des choses à aller chercher. Ça c'est clair, on peut aller et lui c'est un exemple pour ça, hein, tu vois, quand je vois comment il se la donne à son âge et qu'il a envie d'y aller et que c'est des vrais challenges hein, qu'il fait, c'est pas en demi-teinte là, les championnats qu'il fait, c'est un vrai championnat, ça me donne envie, ça je le cache pas, ça me donne envie, mais c'est beaucoup d'investissement, c'est beaucoup de choses. Et puis j'ai envie de passer de temps en temps, j'ai envie de passer à autre chose. C'est ce que nous disait Flavio Santiago, qui nous disait que pour lui, c'est pas possible vraiment d'être compétiteur quand on est coach. Il a dit, si tu deviens coach, que tu coaches une équipe vraiment, tu peux pas t'occuper vraiment de toi-même. Et c'est très difficile d'aller chercher la C'est sûr. compétition et C'est sûr, et parce les que il faut. Alors, choses. Et les titres. C'est pour ça qu'il faut le faire pendant qu'on peut encore. Voilà, pendant qu'on peut, il faut le faire. C'est sûr, mais moi j'ai envie, mais c'est vrai que aller coacher, par exemple, on parle des championnats d'Europe, mais si je suis athlète et en même temps coach, c'est une sacrée énergie qu'il faut avoir. Hein. Il y en a qui y arrivent, donc tant mieux. Hein. Je suis vachement admiratif de ça. Mais c'est sûr qu'il faut déléguer un petit peu. Ça, c'est certain. C'est ce qu'on essaye de mettre en place justement pour accompagner tout ça. Si je combats, sinon je le fais moi-même. Mais
Il faut de l'énergie. Coach, c'est vraiment de l'énergie. Faut amener l'autre à se transcender aussi, comme il le fait, Solo. Après m'avoir coaché, j'imagine qu'il là, il y a beaucoup d'énergie qui a été dépensée et partagée. Voilà, donc ça c'est sûr. Donc voilà, si je fais ça et qu'après, bon, bah vas-y, c'est à mon tour, est-ce que j'aurai suffisamment de niaque pour y aller? Voilà, bon, après, c'est une question qui peut se poser pour tout le monde. Mais pour moi, là, elle se pose vraiment. Je me dis, bon, qu'est-ce que je fais? J'ai des choix à faire. Est-ce que je continue pour moi-même? Et je crois que oui, j'irai chercher encore des choses. Mais il faut aussi que je mette en avant d'autres choses pour ceux qui croient en moi dans mon club. La MK Team, comme vous avez dit, maintenant, c'est beaucoup de personnes, beaucoup d'élèves, beaucoup de vous avez ouvert donc l'an dernier. C'est ça. Vous avez monté ça l'an dernier. C'est ça. Combien vous avez alors d'élèves, pour pas dire d'adhérents, parce que d'élèves, parce que vous êtes maintenant à travers toute la France. Voilà, ça commence à faire un petit peu comme une petite toile d'araignée. Là, je suis content, il y en a un peu partout. T'as combien de clubs affiliés? Je dirais maintenant pas loin d'une vingtaine de clubs affiliés en un an. 18-20, je crois, par là. Ouais, par là, c'est ça. Ça continue. J'ai encore pas mal de demandes de gens qui sont intéressés là sur l'idée de s'affilier. Bon, après, ça part. Et comment ça se passe après? Tu envoies des coachs à toi, des profs à toi, à droite à gauche, ou c'est toi qui vas passer au moins 1 à 2 fois par an dans ces clubs-là? Alors pour l'instant, ça fait que 1 an. Hein. Non, mais qu'est-ce que tu as en tête? Parce qu'on n'ouvre pas autant de clubs sans savoir. C'est assez nouveau aussi. Alors bon, je m'attendais pas à autant effectivement de clubs affiliés et c'est incroyable en un an. C'est très bien, c'est qu'il y a une demande des Français et ils ont envie d'un référent français. Ils se disent, il y en a beaucoup d'autres, c'est ça que je veux dire. Voilà, ils ont besoin d'émancipation aussi avec des gros clubs qui parfois sont un peu durs et lourds financièrement. Donc voilà, moi je leur propose quelque chose de sympathique, et comme je vous ai expliqué sur ma philosophie, plutôt basée sur la fédération, quoi, aider et l'entraide. Je crois encore pas mal de valeurs hein, dans le sport, et donc voilà, j'ai envie de les aider. Et puis à côté de ça, ouais, c'est de l'organisation, bien évidemment. Aller, par exemple, si moi je devais aller dans chaque école 2 fois par an, vous imaginez le nombre de week-ends que ça va faire. J'aurais pu. Non, mais c'est sûr, mais c'est pour ça que tu as quand même pas mal de ceintures noires quand même autour de toi qui te connaissent. Bien sûr, et je souhaite, et c'est ce qui se passe aussi maintenant. Donc le processus, c'est ça. C'est bientôt, j'espère qu'il y aura des instructeurs référents de la MK Team, comme ça existe déjà, et qui pourront aussi prendre ma place aussi dans cette avancée, si je puis dire, cette progression. Ça m'amène une question, parce que donc t'as ouvert effectivement, comme tu dis, beaucoup d'antennes de ton académie à travers la France. Ouais. Tu vois ça comme du que positif, ou est-ce que tu penses que ça peut aussi t'attirer parce qu'il y a des gens qui il y a quand même des gens qui sont partis de là où ils étaient. Oui, c'est positif. Moi j'essaie de garder le positif, mais bien évidemment faut prendre en compte certaines choses. Ils quittent une école forcément pour venir s'affilier avec moi. Alors ça crée des tensions, ça va créer des histoires, des tensions, les professeurs seront pas contents, etc. Mais je crois réellement que déjà s'ils quittent une école, c'est que déjà il y a quelque chose qui va pas forcément, qu'il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Il faut qu'il s'explique peut-être aussi avec la personne, le professeur ou l'école. Comme je l'ai dit, quand c'est une grosse école brésilienne ou américaine qui demande 2500 € pour un stage, et faut faire venir 2 fois l'instructeur, et il faut payer 1500 €, et puis il faut prendre tout le packaging qui va avec. Pour un petit club de 5, 6, 10, 20 licenciés, c'est lourd. Après, bon, il faut trouver quelque chose de cohérent, de raisonnable. De raisonnable. Après, quand on quitte un professeur, on monte une école et on s'affilie avec moi, c'est sûr que là, tout de suite, je suis confronté au problème. Mais moi, toi, je pars quelque du part, principe, tu y es pour rien, toi. J'y suis pas pour grand-chose, c'est sûr. Mais la personne ne le voit pas forcément de ces yeux-là, quoi. Il va pas essayer de comprendre ça comme ça. Il va dire c'est ça, il me pique mes élèves maintenant, il racole, ou j'en sais rien. Alors que moi je pars que de l'idée que c'est positif, viens s'il te plaît, ok, viens, je vais t'aider. Si tu as besoin de moi, ok, je vais t'aider, et on va voir ce que ça donne. Après, les professeurs, pour la plupart, ils le savent, je suis cool avec eux, je suis sympa avec eux, il n'y a aucun problème, ça sera dans l'échange aussi. Mais ça peut être mal interprété, bien évidemment, comme dans tout ce genre de situation. Mais j'essaie quand même d'expliquer, de dire que ça part d'un bon sentiment. J'essaie d'aider
les gars qui sont un peu en galère. Et oui, il y a des écoles, les gars, ils sont une dizaine, une vingtaine, et c'est pas 100 personnes. Et en plus, c'est plutôt du partenariat, parce qu'ils ne s'appellent pas forcément MK Team. Ils sont juste affiliés, c'est ça, exactement. Ils sont affiliés, ils ont leur nom, ils ont leur identité. Et moi, je leur dis, écoute, ok, on est MK Team, tu veux être MK Team, donc tu réponds à notre charte, à notre éthique, et ce qu'on représente. C'est génial, on va être corporate, on va te donner de la force, tu vas nous donner de la force. Mais voilà, tu as le droit de garder ton nom. Et derrière, si tu veux utiliser notre nom en même temps, on est super content. Tu vois, c'est vraiment une volonté de sa part de venir s'intégrer dans cette équipe-là. C'est pas nous qui lui imposons quoi que ce soit. Voilà. Et ça a été un vrai truc nouveau pour toi dans ta carrière de coach, parce que tu as été au Cercle Tissier, tu étais le coach principal. C'est ça. Maintenant, tu as créé ton équipe, maintenant tu crées une toile. Tout ça, c'est nouveau pour toi. Oui, carrément, parce qu'avant je faisais tout pour mon club, et puis c'était mon sensei qui tenait le club à cette époque-là, et voilà, j'avais la volonté de développer l'intérêt de mon professeur et de son club aussi, et j'étais corporate, et il n'y avait pas de souci là-dessus, comme ça doit être fait, mais au bout d'un moment, au bout de 20 ans, j'avais envie de passer à autre chose, j'avais envie de voir un petit peu qu'est-ce que je pourrais créer personnellement, parce que c'était trop mélangé, on ne savait pas si les gens venaient pour l'établissement ou pour moi. Alors maintenant, comme ça, il n'y a pas de... Non, moi c'est très clair, c'est pour toi, c'est pour tes beaux yeux, Olivier. Pour mes beaux yeux, oui, non, oui, pour mais pour l'ambiance, pour tout, chaque personne qui vient à la MK Team, il amène quelque chose, donc on peut y venir pour ça. Donc pas forcément que pour moi. Dans le club, il y a des gens à qui je parle très rarement, mais par contre, ils sont super impliqués là-dedans parce qu'ils ont des groupes et ils ont des connexions qui leur plaisent. Et c'est ça que j'essaie de créer aussi. Et tant mieux. Et c'est tu essaies de nous faire entendre que la MK Team, même il s'appelle la Mako Team, Michael Esco Team, c'est pas toi, c'est pas que toi. C'est ça que tu essaies de nous dire. Alors, oui, c'est ça. Alors, bon, la Mako Team, c'était uniquement parce que le terme MK Team à l'IBJJF était déjà pris. À la Fédération internationale, c'était déjà pris la MK Team. On ne les connaît pas, mais ils ont pris le nom. Donc j'étais obligé maintenant de dire mets-le sous mon nom, Mako Team, comme ça il n'y a pas d'histoire. Et voilà, mais la MK Team, c'est l'union de plein de monde, quoi. C'est tout. C'est une team, quoi. C'est une équipe. C'est pas que moi. Justement, moi je veux pas être que tout seul là-dedans. C'est difficile déjà d'avoir cette responsabilité de tout gérer. Et j'aime pas trop ça. J'ai envie justement que les gens ils prennent part à ce projet et que ça se développe, et dont Solo qui m'accompagne, et j'ai envie, alors lui c'est vrai qu'il prend toujours du recul par rapport à ça, mais moi j'aime bien, j'ai envie de lui dire tiens voilà, viens m'aider, prends aussi toi aussi une place qui est là, aide les plus jeunes, parce que Solo tu y es tous les jours, toi tu t'entraînes tous les jours chez Olivier. Ah bon? C'est une question. Plus que ça. Toutes les heures. Partout. Ouais. Maintenant, mais voilà, je suis venu chercher un truc. Et je lâche pas. C'est ça. C'est une boîte à outils. Pour moi, il y en a deux dans le monde comme lui. Il y en a un autre que j'ai rencontré à New York chez Marcelo Garcia. Voilà. Qui s'appelle Paul Schreiner. C'est des gens, tu leur parles de Jiu-Jitsu, tu leur demandes des techniques, des situations, les mecs ils ont réponse à tout, ils voient les situations, voilà. Moi c'est ça que je suis venu chercher auprès de Olivier. Donc après... C'est un vrai truc que je vois chez Olivier, ça. Il a vraiment réponse à tout. Non mais c'est, sans dire, voilà. Le mec est prétentieux donc, en Jiu-Jitsu. Chaque situation, il y a toujours voilà. Un truc simple. C'est ça. Je suis un bon menteur. Hein. En principe, quand je sais tu pas, tu nous apprends des trucs qui marchent pas. Quand je sais Attends, pas, il y je a des dis. trucs qui marchent pas. Quand je sais pas, je dis ouais, fais comme ça, c'est bien, voilà. Et là tu dis c'est ça, c'est bien. Non, Tu pousses les gens à trouver par eux-mêmes. C'est bien quand même. Quel souvent, talent. C'est surtout que j'essaie d'évoluer perpétuellement. J'essaie de me mettre à la page tout le temps parce que j'ai envie de savoir, j'ai envie de connaître, j'ai envie de tout découvrir. Et puis je pars d'un principe fondamental. Bon, d'autres te diront c'est faux, mais c'est pas grave. Moi je dis que rien n'est faux dans le jiu-jitsu. Rien n'est faux. La ceinture blanche qui fait un mouvement, bien sûr ça sera une erreur question base, mais je l'étudie quand même. Je dis tiens, lui il a fait ça comme ça et ça a marché, et bon c'est son truc, ok, bon voilà, on va essayer de le développer avec ta façon de le faire puisque tu l'as senti comme ça, c'est ton ressenti, développons. Et ce qui est marrant c'est que
à un moment donné, les gens ils disent bon bah ça c'est faux, faut pas le faire comme ça. Tu lui interdis de le faire comme ça. Et puis 15 ans après, le gars, c'est la technique que tout le monde a fait en compétition. Il dit ben voilà, c'est comme ça que tu dois faire maintenant. Je dis ben non mais En fait, c'est finalement, marrant. un peu solo ce que tu dis, ce qui t'attire, on va dire, dans l'enseignement d'Olivier, chez Olivier en tant que prof, c'est le côté je sais tout. Mais finalement, en vrai, là, ce qu'il vient de dire, c'est qu'il part du principe qu'il ne sait absolument rien. Et qu'il essaie de développer autour de cette ignorance, en fait, à chaque Moi, fois. surtout, ce qui Bah ouais. C'est ce qui m'anime. ce qui me motive encore plus à rester près de lui et à bénéficier de son enseignement, c'est que c'est en constante évolution, quoi. C'est surtout ça, de voir que dès que le jeu, par exemple avec le kimono, a commencé à se développer ces 3-4 dernières années, tout de suite il était sur le truc, tout ce qui se fait avec le lapel, tac, il a déjà toute la panoplie et ainsi de suite. Il y a beaucoup d'endroits où tu vas, le jeu avec le kimono, ils connaissent pas, quoi. Ouais, où ils en disent du mal, même que c'est du jiu-jitsu nouveau, qui a l'intérêt. pas d'intérêt, il n'y a pas besoin de le savoir. Non mais tu peux ne pas l'intégrer à ton jeu, C'est pas Mais- une obligation. mais l'ignorer, c'est une erreur. Après, Bah, le jour où carrément. ils vont être pris avec l'appel ou je dirais le pan de menotte. kimono pour être menotte. pour descriptif ou la menotte, ça va être étrange de pas avoir de sortie parce que là vraiment faut avoir un côté technique et faut bien étudier la question pour sortir parce que c'est plus que du feeling. Après les choses de base fonctionnent mais il faut quand même avoir un bon feeling et avoir étudié un petit peu avant pour pouvoir sortir de ce genre de situation. C'est vachement un laboratoire de recherche, en fait. Quand c'est- tu es proche de lui, tu sens qu'il y a un mec qui est un chercheur, Ouais. et puis tu as les padawans autour qui sont Ouais. là. Tu et te sens qui- encore comme ça, solo, aujourd'hui? Moi, je me sens padawan, là. Moi, je me sens vraiment genre, attends, 10 attends, ans, il fait ça. 10 ans de jiu-jitsu brésilien? Ah, mais attends. Plus même, qu'est-ce que je raconte? T'as plus de 10 ans de Non, jiu-jitsu non, brésilien. là, 10 ans? je vais arriver à 10 ans en 2019. Je serai à Donc là, 2 ans. t'es même pas genre une aide de Olivier, tu te considères encore comme un padawan, quoi. Ah non, mais... mais totalement. Moi, je suis là pour gratter. Soyons honnêtes. Tu vois, je suis là, je vois, ils montent les trucs et tac, on les essaye avec les gars. Et il y a des trucs, par exemple, qui fait que je vois très bien, c'est même pas la peine que j'essaye d'intégrer ça à mon jeu pour le moment, ça va pas le faire. Mais surtout, le vrai truc, c'est que depuis que Moussa m'a donné la ceinture noire, même déjà depuis la ceinture marron, je commençais à avoir un pressentiment qui était que, en fait, j'étais en train de réapprendre le jujitsu. Et là, quand j'ai eu la ceinture noire, j'ai compris qu'en fait, c'est maintenant que je commençais à apprendre vraiment le jujitsu. Et là, cette année, j'ai bossé comme un... Tu vois, Tu fais plus que ça? Parce on t'a même pas... Tu fais... quasiment, je dirais quasiment, entre les entraînements, je fais autre chose. Voilà. Mais sinon, ma vie, elle est rythmée par les entraînements. T'as des velléités, t'as des envies d'ouvrir une MK Team quelque part, de devenir Alors moi, c'est prof pas d'ouvrir vraiment une MK Team, c'est que de toute façon, là, j'arrive à un moment où je vais devoir passer à autre chose. Je vais pas continuer, je peux pas être un compétiteur. Je vais aller jusqu'à 55, ça va le faire, tu vois. Mais après, on n'est plus dans un mode de compète où ça devient intéressant. C'est la transmission là qui, tu vois, c'est comme dans le hip-hop ou dans le peura ou ainsi de suite. Si aujourd'hui j'arrivais et que je voulais être dans la course avec les jeunes, genre ouais, je suis encore là. C'est une blague. Tu vois ce que je veux dire? ouais, tu commences pas le rap à 55 ans, on est d'accord. Voilà, tu vois. T'en as vraiment fait. Alors, alors ça, on sort d'un peu du. T'en as vraiment fait. C'est parce que ça m'intéresse vraiment. T'en as vraiment fait ton deuil de ça? Parce que t'as été une vraie Non, star mais attends, quand même. non, mais c'est pas d'en faire le deuil. Non, je Bah, rapperai jusque peut-être mon dernier souffle et ainsi de suite. Mais je ne suis pas dans la course. Soyons honnêtes. Mais non, je mais- ne suis pas dans la course. Ah non, mais je trouve ça génial Mais de non, mais pouvoir le dire. C'est comme le jujitsu, t'arrêtes demain, tu reprends dans 10 ans, t'auras toujours fait un petit peu, mais tu pourras plus dire je suis au top. C'est un peu. Voilà. T'as arrêté? Non, pas du tout même. Non, mais Je veux dire, je vois pas Rafael Mendes un jour, même si là il a arrêté donc la compétition tout ça, ou Guillermo, Mais c'est ça qu'il fait. et dire je suis plus dans la course dans 10 ans. Mais c'est ça Imagine- qu'il a fait. imagine C'est ça qu'il a Rafael, fait. Rafael Il dit Mendes. qu'il fait plus de compétition. Ouais. Il dit qu'il est plus dans la course. Il Exactement. dit qu'il reste dans la transmission, le jujitsu reste sa vie, mais il est plus dans la course. Mais imagine-toi que Rafael Mendes, si demain il se mettait à faire un entraînement par jour, dans 10 ans, bah, il serait plus un. Enfin, tu vois, il serait là, je sais toujours faire du bon jujitsu, mais je suis plus dans la course. Tu as entièrement raison. C'est vrai, j'ai compris ce que c'est vrai.
Ça lui dégage du temps, surtout. Grave. Parce qu'il en a des choses, ils en ont des choses à gérer Ils ont des choses à faire. et C'est normal qu'à un moment donné, c'est normal qu'au bout d'une dizaine d'années à haut niveau, eh ben, tu as envie de passer à autre chose, d'autres projets, hein, c'est ça aussi. bah, Et ouais, surtout ouais. eux qui ont tout gagné, voilà. Donc qu'est-ce qui est maintenant? Il faut d'autres buts, et le but, bah, c'est de monter comme ils font leur académie, de transmettre, de continuer d'évoluer techniquement, de faire voir des superbes vidéos, d'aller partout. Ça c'est un nouveau, Puis c'est un d'avoir nouveau des vrais challenge. athlètes, des gens à Ouais, pousser. et puis tu regarde, vois. on voit bien les athlètes qu'ils ont, ils Ça rigole pas. ramassent tout, ça rigole pas. Donc eux et d'autres, hein, bien évidemment, mais Ouais, ouais, donc c'est ça, c'est le truc mais de au bout d'un moment, transmission. ouais, t'es obligé de passer forcément sur la Passer le relais, transmission. c'est le truc de transmission. Après, Et tu ça, peux te par faire contre, plaisir, comme moi, aller faire des championnats en master, hein, ça c'est toujours possible, hein, mais c'est être à haut niveau dans la cour des grands, ça nécessite quand même chez les jeunes vraiment d'être compétitif et de s'entraîner énormément et beaucoup de concessions, quoi. Donc, ouais. là, au bout d'un moment, tu es obligé de dire bon, bah ok, c'est bon, bah, ouais, je vais passer peut-être par autre chose. Et l'étape après qui suit, c'est donner des cours aussi, bien La évidemment. transmission. La transmission. Mais j'ai envie de faire un rapprochement avec ça. C'est que bah, donner des cours, à un moment donné, ça t'aide aussi à être performant. Parce que tu recherches. Alors que quand tu es compétiteur, très souvent, tu as un truc qui fonctionne, tu le mets en place et tu le répètes et tu te te poses pas forcément de questions. Maintenant, quand tu es professeur, tu vas donner un cours et tu es en train de faire ton mouvement et puis il y a un élève qui dit ah ouais, mais comment on fait quand lui me fait ça? Ah, alors au départ tu dis non, tu fais juste comme ça, tu fais, c'est tout. Bah ouais, mais après il y a un deuxième qui dit ouais, mais comment on fait si on me fait ça? Ah, là tu commences à réfléchir, tu dis ah ouais, bon, il y a beaucoup d'équations, il est ci, il est ci, il est ci. Bon, je vais essayer de lui répondre à lui. Ah bah je vais essayer de lui répondre à lui. Et là d'un seul coup, bah tu commences à t'intéresser beaucoup plus au côté technique. Et là, bah, tu commences à développer ton jujitsu d'une manière un peu plus cérébrale et moins j'applique et je deviens qu'un compétiteur dur à cuire, quoi. C'est ça que j'ai ressenti en ceinture noire, c'est que je me suis senti dans une position où c'était plus juste je sais faire le truc, mais d'être capable de le retransmettre ou de l'échanger. Même si c'est pas un truc vraiment de transmission directe, mais en tout cas de l'échanger. Et ça a vraiment changé la donne pour moi. Et je me rends compte que par exemple maintenant, je passe quasiment autant de temps à penser les trucs que je dois travailler pour moi, que aussi à être dans l'échange et dans la correction. Alors, moi je suis tellement comme ça à aller vers les autres que je dois aussi maintenant faire attention à pas passer mon temps à donner l'heure au moment où on me l'a pas demandé. Parce que je peux être là pendant que les autres sont en train de tourner. Ah non, mais mets ta main là, mais fais comme ceci, fais comme cela. C'est vrai que je te vois souvent, tu t'énerves, t'es en train de te reposer, puis d'un coup tu te mets à regarder les autres et à les engueuler, tu sais, puis à retourner dans ton truc. Putain, tu fais n'importe quoi. Ouais, alors je disais, mais travaille un peu. Alors, parce qu'il y a toujours 3-4 personnes ou 2-3 personnes vraiment que je suis Que tu chapotes, ouais, tout à fait. en particulier avec qui je suis je sais pas, j'ai une relation au jujitsu où je regarde que toi, quoi. Pourquoi? Ça vient d'où ça? Je pense que c'est ce truc de là où j'en suis et cette volonté maintenant de vouloir transmettre. Je vais avoir 52 ans là et je vais pas pouvoir continuer à faire je fais la guerre comme ça pendant longtemps, quoi. Ouais, pour toi. Ouais. Voilà. Donc je suis là, je me dis bon, ce que vous avez vu de moi à Lisbonne, c'est en vérité ce qui est vraiment, je pense, en moi, c'est que j'ai plutôt envie de partager avec les autres et de dire bon, viens, on va gagner ensemble. Tu vois, c'est pas viens, on va gagner ensemble. Toi, tu as envie de faire ça. Bon, ben vas-y, je vais t'aider parce que je pense que moi, j'ai réussi tel truc et tel truc. Je suis pas allé jusqu'au bout, mais je peux peut-être. Et ça, par contre, ça me fait kiffer. Il y a toujours 3-4 mecs avec qui je suis dans ce rapport-là, quoi. Mais par contre, je sais qu'il faut que je fasse attention. Mais c'est pas que 3-4 mecs. Hein. Maintenant, je te vois à chaque fois qu'il y a un gars qui est un peu en difficulté,
t'es là et tu lui donnes le conseil quand même au loin, tu le vois, tu dis ah ouais, lui je vois il fait pas bien le truc, attends je vais aller le voir. Et ça tu le fais de plus en plus, tu prends cette responsabilité là. Je te vois tout le temps, il y en a 3-4 que tu suis comme un acharné, comme des acharnés là, tu leur dis ouais faut faire ci, faut faire ça. D'ailleurs Et ils les sont autres, pleins, tu ils veulent que t'arrêtes. Ouais, Faut ouais. arrêter là maintenant. Et- C'est quoi Franchement, j'y pense à mort. Je me dis, ouais, On a reçu des lettres et tout, faut arrêter là maintenant. Arrête de Solo. casser les couilles à Faut tout le monde, partir quoi. là. Ouais, grave. Je te jure, c'est ça. Mais non, tu le fais. Bon, enfin, tu es assez, comme on le dit, on dit souvent, bienveillant avec tout le monde là dans le club et tu as envie de les aider et qui progressent dès qu'il y a des gens qui te posent des questions, tu prends le temps de leur répondre et ça, tu le fais. Maintenant, ça devient presque naturel. Hein. Et tu as ce côté-là quand même. Je me méfie. Il veut pas trop parce que c'est vrai que sinon il serait capable de donner que des conseils. Garde un peu de temps pour toi. C'est bien, on a Non, encore des puis choses même, à faire. C'est ce que je dis, faut arrêter de donner l'or quand on t'a pas demandé aussi, quoi. C'est vrai. C'est vrai que ça peut être un peu désagréable ça. Voilà. Tu vois, s'il y avait quelqu'un qui venait tout le temps me dire ouais, Je sais pas, hein, c'est ça le jujitsu un peu. Je sais pas. Pour moi, ça fait Partage. partie du truc de recevoir des conseils des plus gradés. Voilà, d'une certaine façon. Mais c'est rigolo quand même toute la façon dont tu parles de toi et de tout ton cheminement et tout, parce que tu disais tout à l'heure, je me bagarrais beaucoup, après je suis passé par cette phase où j'ai arrêté le hip-hop et là-dedans machin, et je me suis mis à boire beaucoup. Tu contrôles vachement quand même, t'es quand même quelqu'un qui est obligé de se contrôler comme ça. Et là maintenant tu nous dis, il faut vraiment que j'arrête parce que c'est trop... Je crois que j'ai une personnalité excessive. Mais t'en as conscience, et c'est pour ça que tu Ouais, te dis, ouais, Ouah, mais faut que je fasse oui, attention sinon. Voilà. Parce que des fois ça prend des tournures. Moi ça m'a Excessif. plus joué, voilà, ça m'a plus joué des tours que ça m'a apporté des trucs dans la vie en général. Dans la confiance, comment j'ai été par exemple dans tous les trucs par rapport au peur à la danse et ainsi de suite. Moi c'était genre ouais voilà t'es avec moi, ouais vas-y viens on va faire. C'est le milieu qui veut ça un peu quand même. Hein. Oui mais non parce que quand bien même ce sont oui. Il y a un truc comme ça un peu, genre le fameux on est ensemble, alors qu'on se connaît à peine. L'équipe, l'entourage. On représente. La sous-culture. Voilà. La culture du truc, ouais. Je crois que c'est Communautaire, humain, c'est pas spécialement lié au hip-hop et c'est humain. Et puis au bout d'un moment, tu On te a rends compte, tu besoin fais de ça, bon, bah, évidemment. peut-être qu'il faudrait que je me calme et que je sois un peu plus dans la réserve et faire les choses de manière intelligente. Et pour moi, intelligente. Pas juste. Et ça part dans tous les sens et à la fin, t'es là, tu regardes, tu fais mais. Il y a rien. Mais c'était n'importe quoi. En fait, c'était n'importe quoi. Tu vois, se cacher derrière des discours. Le hip-hop, quand même, c'était quand même le meilleur endroit où les gens, sous prétexte de fraternité et ainsi de suite, où chacun venait le mieux déguiser son ego, quoi. Tu vois ? Après avoir entendu parler du football en France, on va entendre parler du milieu du rap en France. Allez, on y va. Qui ? Ça a toujours été un truc hyper égocentrique en fait, mais c'est. Alors oui, mais Mais non. non, mais c'est vrai. Peace, unity, loving, having fun, moi j'y ai vraiment cru, quoi. Ouais. Quand bien même j'étais le Joe, je veux être devant, et c'est moi qui... j'étais vraiment en mode, ouais, les potes, et puis à un moment, t'es là, tu fais les potes, dès que ça commence à parler d'oseille, c'est plus les potes. Et puis après... Ça, c'est David qui nous en a parlé, ça. Tu vois, la sélection naturelle, elle s'écrème au fil des zéros que tu mets au bout d'échec. Et je vois très bien ce que tu veux dire, parce qu'en plus, quelque part, c'est pas vraiment comme vous n'êtes pas une entreprise. C'est des êtres humains à qui on donne de l'argent pour service rendu, parce que vous avez été faire kiffer des gens, vous avez été danser. Mais cet argent n'est pas contrôlé, n'est pas, c'est pas, il y a pas de structure derrière en fait. C'est que des enfants. Alors tu vas me dire oui, si, il y avait notre structure, il y avait les labels, les trucs comme ça. Mais on donne de l'argent à des enfants qui ont fait kiffer des enfants. Il y a un truc quand même, il y a un truc un peu particulier quand même là-dedans. Mais il y a un truc éducationnel et sociétal qui fait que si t'es pas formé et que t'es pas vraiment, je dirais, un minimum construit, eh ben tu reviens à ce qui est la base qui te caractérise en tant que personne, mais surtout tu restes humain, quoi. Donc ça part dans tous les sens, quoi. Voilà, ni plus ni moins. Ouais. C'est pas gérable. Ouais, puis surtout à une époque où les rappeurs étaient très jeunes, donc très jeunes et beaucoup d'argent d'un coup. Faut savoir le gérer, ça. Hein. Ah ben, Voilà, c'est ça. Mais non, Il venait avec des codes et des... Il venait avec des codes et des convictions, et puis ça se mélangeait avec plein de choses en même temps, des choses nouvelles. Tu l'as j'imagine senti aussi. toi au club quand il venait s'entraîner avec toi, Solo ? Ah non, pas du tout. Non, Moi, là j'ai- t'avais alors, complètement arrêté, t'étais plus du tout dans le truc. Moi, toi, à ce moment-là. j'ai aimé, j'ai apprécié le rap et j'ai
Et je suis issu de ce mouvement aussi, hein, étant plus jeune. Et j'ai écouté les sons de Solo, bien évidemment. Mais quand il est arrivé, pour être honnête, moi, je ne savais pas qui c'était. Je ne connaissais pas Solo. J'ai appris à le découvrir. Et après, je me dis, ah, mais c'était lui. Ah ouais, ah, c'est fou. J'étais admiratif. J'étais son fan, quoi. C'est fou. Je connaissais toutes ses chansons, mais c'est vrai. Alors faut le c'est dire. rigolo, c'est quand Ouais, même hyper intéressant votre relation là aujourd'hui. Vous êtes fans chacun l'un de l'autre. Moi, je suis fan de ce qu'il fait, de ce qu'il est, hein, bien évidemment, de tout. Hein, avec je prends tous les côtés de Solo. Hein, c'est vraiment une personnalité. Il a de l'expérience et c'est pour ça que effectivement, je l'écoute et j'aime avoir même des conseils de sa part. Ça m'intéresse. Et puis il y a une espèce de réciprocité quand même. Voilà, moi c'est surtout ça que je vois. Il y a un vrai échange et puis c'est ça qui est cool. Franchement, c'est ça qui est cool. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu... Moi j'ai eu une certaine expérience de vie, je dirais, mais j'arrive dans un domaine où faut que j'arrive avec la lampe torche, tu vois, et regarder dans les coins qu'est-ce qui se passe, et ainsi de suite. Et t'as un mec qui dit non mais attends, le chemin c'est par là. Ah mais moi je suis là, c'est... Le cadre, c'est important, Okay. C'est important le cadre. Ah mais à fond. Le cadre, mais moi c'est j'ai important. beaucoup manqué de cadre, justement. Et j'étais beaucoup dans des pertes de contrôle et des pertes de maîtrise. Donc avec le jujitsu, il y a un truc qui tout d'un coup me recadre et c'est... Aujourd'hui, c'est toi qui cadres des gens. Je sais pas Si si une c'est vraiment situation, le cas. alors c'est presque parce que je t'ai vu plusieurs fois. T'as ce truc où aujourd'hui, alors après je te connaissais pas avant, j'en sais Ouais. rien, c'est toi qui viens de nous le dire, hein, que les situations te débordaient facilement. Aujourd'hui, tu arrives à maîtriser des situations, à calmer des situations, à être le cadre. Je pense que c'est l'expérience de vie, Ouais. vraiment, Par qui amène à un expérience, truc où tu... Et puis, on a besoin les uns des autres. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans ce truc de jujitsu, c'est que malgré toute cette castagne et cette violence, parce que c'est de la violence contrôlée, il y a un mot que j'utilise assez souvent, c'est bienveillant. Tu vois, je te fais une clé, même si je te fais une clé genre sale pour te la mettre, C'est une clé à la bienveillante. fin, non mais à la fin, je vais m'arrêter parce que sinon je te casse le bras, Ça, c'est le jiu-jitsu qu'on aime, ça. tu vois. Ah, ça. Donc il y a un côté bienveillant, je m'arrête. C'est Même vrai. s'il y en a qui le font quand même un peu en mode sale. Mais d'ailleurs, on me l'a dit à moi, on me disait ouais, il faut un peu que tu te calmes quand même. on l'a dit, contrôle un peu plus. Ouais, Sinon, Voilà. ça va casser. T'as un jiu-jitsu rugueux un peu. ben en tout cas, c'est Ah, ce qu'on m'a dit. Jérémy a les poils qui s'hérissent là. C'est ce Il a qu'on m'a envie dit. de toi là. C'est ce qu'on m'a dit et bon, à chaque fois, je t'avouerai que je l'ai un peu mal pris. Mais maintenant, je comprends. Avec du recul. Ben parce que tu te rends compte que moi, j'y mets tout mon cœur et tatati tatata, mais Ce que disait Samuel Monin. C'est Tu exactement vois, ce qu'il disait. Il disait attends, mais si je lance une clé et que j'y vais tout doucement parce qu'on tourne light et tout, comment tu veux qu'elle passe? Elle passera jamais. Je te la passe, tu tapes et on repart dans la position où tu pourrais sortir et te machin. Et là c'est normal. Mais si tu mets pas tout ton cœur, ça veut rien dire. Ouais, alors ça se défend. Voilà. Tu le défendrais contre Samuel Monin? Alors j'essaierai de me défendre contre Samuel Monin. Tu le défendrais contre Solo? Regarde bien. Je me mets pas entre les deux. En tout Hors cas. cadre. mais Non, mais le concept de voilà, j'y vais fort et je ne sais pas, machin. Enfin, c'est une grande question. Vraiment, enfin. Pour moi, c'est pas genre j'y vais fort et on se pose des questions, c'est je suis là et je fais le truc par rapport à ma personnalité et le type de jeu que je développe. Après, si je suis malveillant, que je t'étrangle et que je sens que ça y est, je t'ai étranglé, mais que je veux vraiment que tu C'est pas tapes, pareil. C'est C'est pas pareil, ouais. c'est pas, tu vois, C'est pas pareil. moi je te mets une clé de bras, je suis pas sûr qu'elle passe là. Hein. Et souvent les mecs ils font et puis hop après il sort. Ah ben non, quand je te tiens, je te tiens. Si t'es pris, tape. C'est le jeu. Voilà. On casse pas. Tu fais du jiu-jitsu d'un côté, ouais. Voilà. C'est bien. De toute façon, j'ai un peu peur de te contredire là. Non, il essaie toujours, on essaie toujours en tous les cas de garder quand même ce côté-là. C'est ce que j'essaie d'enseigner, de garder ça aussi dans le cadre. Mais amusez-vous quand même. Voilà, je maîtrise tout, mais je m'amuse aussi. Je vais au bout de ce que dans l'amusement, on peut aller au bout du concept sportif. C'est-à-dire que je peux y aller à 200% du moment que derrière, tu cherches pas à lui faire mal. C'est tout. Non, on y Nous, va on se fait light, des, hein. ouais, mais on se fait des vraies guerres, mais on se fait des vraies guerres. Bien sûr, on sait que c'est un sport d'opposition, c'est quand même un art martial aussi. Donc forcément, les blessures, ça fait partie du truc. Mais si c'est une blessure qui
qui est fait par le partenaire volontairement, là ouais, non, ça on peut pas, De toute façon, on peut tu pas le sens, cautionner. tu vois la le sens. méchanceté. Tu dis non, c'est pas cool, là, t'es pas cool. Mais ça tu n'arrive le pas. sens. Après les blessures, parce que j'y suis allé à fond et je suis tombé. Ouais. Après, si tu sais que tu lances un mouvement et que ça va être dangereux et que tu risques de lui faire mal et tu y vas quand même parce que tu veux gagner et tu vas aller à la gagne, non, ça, tu sais que c'est pas bien. Tu peux pas le faire. En tous les cas, sur tes partenaires, tu peux pas. Tu te dis souvent, le mot qui revient, c'est ouais, bah, garde ça pour quand la phrase, c'est garde ça pour la compétition. Tu veux balancer, tu balances. Après, tu peux le faire modérément. Tu peux le faire modérément si c'est un mouvement qui est plus ou moins dangereux. On n'est pas bête, on sait très bien. Le jiu-jitsu, c'est ça, c'est apprendre aussi à maîtriser et puis laisser toujours laisser, et c'est pour ça que c'est ça qui a fait la force du jiu-jitsu, c'est laisser à la possibilité à l'adversaire d'abandonner. Si tu lui laisses pas le choix, non, t'as rien compris à la philosophie du jiu-jitsu. Voilà. Mais il faut garder. Il y a un truc très particulier quand même dans le jiu-jitsu brésilien parce que outre le fait, mais de toute façon, forcément, on va sortir toutes les allégories de la vie, tout ça évidemment. Mais il y a un truc quand même hyper particulier d'accepter. C'est de la résilience absolue, c'est-à-dire d'accepter de rentrer sur un tapis et de se dire que un autre homme, un autre être humain peut me soumettre. Ouais. C'est quand même. Ça, tu peux pas faire. Moi, c'est le truc vraiment qui m'a calmé dans la vie, quoi. Se dire tu peux d'y aller. Soumettre. Ouais, pendant longtemps, c'est simple. Quand j'ai commencé le jiu-jitsu, je me rappellerai toujours. Quand les mecs ils venaient au-dessus, mais quand je te dis c'était la panique. Je me suis vu avoir des réactions, tu sais, mais genre nerveuses, genre le mec il me met la pression et genre anxiété, crise de tachycardie alors qu'il s'était rien passé. Ouais. Juste alors le mec il est au-dessus. Ils étaient doux. Le mec juste il est au-dessus. Ils étaient bienveillants pourtant. Et la première leçon que j'ai prise du jiu-jitsu, c'était ça. C'était le côté genre bon, il est au-dessus, il met la pression, c'est pas pour autant que je dois paniquer. Et c'est pas genre je te veux du mal, et la proximité, l'intimité, la pression, l'intimité et le. La zone de... Ouais. Tu vois, alors ça. La zone personnelle, exactement, la zone personnelle. Dans l'espace vital, presque, j'ai envie de dire, et voilà, et c'est ça déjà. Rien que cette barrière-là, c'est déjà énorme. Pour certains, c'est déjà un vrai défi. Voilà, on arrive au corps à corps et voilà. Après la suite, bien évidemment, que de l'idée d'être battu, accepter d'être taper, c'est quand même dans le principe, ça veut dire arrête, tu as été plus fort que moi. Ouais. Ah mon pote, quand tu découvres ça la première fois. Contre un individu, de quoi tu es capable et réellement face parce à qu'un KO, tu tombes KO quelque part, ça veut dire que tu as été aussi bonhomme que le gars en face, tu as été jusqu'au KO. Ouais. C'est-à-dire que tu as été sonné. Oui, mais ça veut dire que tu faisais le poids ou que tu tenais le truc et ton cerveau il a tout. Oui, mais tu n'as pas abandonné. C'est ton corps qui a laissé tomber et qui a dit oh là t'as pris un couteau va. Ton corps t'a laissé tomber, mais ta volonté elle était là, t'es un guerrier. Le jiu-jitsu brésilien, tu es obligé de lui dire arrête Olivier s'il te plaît, tu fais 20 kilos de moins que moi, là tu es en train de me faire mal, si tu continues tu vas me casser le bras ou m'étrangler au point de m'endormir. D'ailleurs il y a des gens qui disent moi en compétition je me laisse endormir, je m'en fous, je t'apprends. Exactement. Ouais. C'était un peu la méthode des Gracie aussi, c'est tu vas jusqu'au bout, quoi. Tant pis, quoi qu'il arrive tu te fais casser le bras ou tu te fais endormir, mais tu tapes pas, tu ne montres pas que tu vas pas abandonner. la meilleure des méthodes, c'est pas la meilleure. Une fois que c'est échec et mat, c'est échec et mat, t'es pas obligé de casser l'échiquier pour dire voilà, c'est bon, j'ai gagné, quoi. Ça c'est bien, en tout cas je trouve que ça tamise un peu les effets de l'ego. En tout cas moi c'est ce que ça a eu sur moi, ça m'a. C'est formateur pour certains, c'est sûr. Et pas pour d'autres, on voit bien que il y en a c'est dur, la pilule est. Elle est dure. Même très avancée, même à des ceintures élevées. Ah ouais carrément. Même des gens qui en font depuis longtemps. Ah ouais. Moi, c'est des choses que vous découvrez tous les jours. Ah ouais, je veux pas perdre et il y a pas moyen, je tape pas et puis ramène-moi qui je veux, je le prends. Mais dans la même je vais dire dans la vie de tous les jours parce que vous voyez passer beaucoup de personnalités, c'est quelque chose que vous voyez souvent, ce principe-là et je parle vraiment pas spécialement de j'ai pas voulu taper ça, je parle vraiment même en dehors des personnalités comme ça je veux pas accepter d'avoir tort ou quelque chose comme ça parce que c'est tout ça que ça implique. Moi là où je le vois le plus franchement, c'est même pas sur les gradés ou une histoire de ça, c'est par exemple les ceintures blanches qui arrivent. Ah oui. Et qui viennent comme ça, ils viennent brut de décoffrage avec leurs idées, c'est dangereux. C'est là où c'est dangereux. Parce que, par exemple, moi, tu vois, j'ai pas l'air si épais comme ça. Et je tourne avec un gars, tu sens que c'est un lutteur ou un truc comme ça. Il fait 90 kilos. Et
et t'arrives, tu t'es en dessous de lui, tac, tu le renverses une Toi, fois tu ou veux deux jouer fois. bienveillant et lui. Et tout d'un coup, le mec, il est là, putain, comment est-ce que ce petit-là, il me fait des... Tu vois, et là, ça devient dangereux. Ouais, ils sont un peu plus brutaux, ils connaissent pas les codes et il faut un peu de temps pour laisser partir l'ego. Voilà, c'est ça, ils acceptent pas. Je suis super content. C'était un très bon moment. Je suis hyper Ouais, content. merci à vous deux. Vraiment. Moi, je pense qu'on aurait pu continuer comme ça toute On, la journée. on continuera, C'est on continuera après. Là, voilà, vous avez des choses Voilà, à c'est faire ça. et puis voilà. Mais on est vraiment hyper content. On espère que vous avez pris autant de plaisir de l'autre côté que nous à l'enregistrer. Mais on va l'écouter après surtout. C'est toujours ça, le filtre. Je me dis, ouais, je suis franc, je suis comme ça. Est-ce que j'ai pas raconté trop de conneries encore? On va tout censurer, vous inquiétez Non, pas. Franchement, non, c'était bien. En tous les cas, une belle discussion, c'était sympathique. Et en espérant que ceux qui nous écoutent apprécient aussi. Et C'est sûr. ça leur donne envie aussi de pratiquer du jiu-jitsu pour ceux qui connaissent pas. Et pour les autres, nous découvrir un petit peu. Et merci Castagne FM. Et merci Solo, merci Olivier, et puis merci Jérémy. Merci à toi, Adrien. Et puis à la prochaine. Ciao à tous. Salut, Ciao. très bonne journée à Salut. tous.